En fait, en 3, moi j'ai mis Zachary Zaché, mais c'est surtout compensé par le fait qu'il a gagné un joueur du mois. Euh, mais effectivement, il n'a pas quand même validé. Il n'a pas validé. C'est pas l'un des meilleurs joueurs du 5 majeur. Mais pour moi, pour rester dans cette structure d'un vrai 5, c'est le meilleur 3 possible. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode d'Open Mic, déjà le 4e. J'espère déjà que vous allez tous très bien, j'espère que les gars vous allez bien, comment allez-vous? Bah top, moi j'ai fini les cours, donc au La max. forme, Ouais, c'est ça. Pareil, charbonner. ouais, en forme, hein. Let's go pour ce Pareil. 4e épisode. C'est ça, ça enchaîne rapidement. Juste avant peut-être de parler d'entrer dans le sujet de cet épisode, pour vous dire que depuis sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de sujets disponibles. On peut retrouver une interview de Lao Konaté que tu as pu tourner, Mathis, où il se régale. On parle notamment de Jeux Olympiques, d'équipe de France 3-3, mais aussi de toute sa carrière. Et on a aussi un petit vlog sur la NGT, où on s'est bien régalé, les gars, pendant un week-end. On est parti voir les meilleurs prospects à l'Euroleague Junior. Donc voilà, on a tout ça qui est dispo sur la chaîne YouTube, donc on vous invite à aller checker tout ça, en plus de cet épisode qu'on a tourné, qu'on a axé sur le sujet de la Battle Elite, où on va faire un gros bilan de la saison, avant de vous présenter un petit peu de quoi il s'agit. On va aussi parler en deuxième partie de la Coupe de France, mais avant, messieurs, j'ai un petit cadeau pour vous, quand même, on va fêter ce 4e épisode correctement. Un petit unboxing un petit peu privé. Faut savoir que Yanis nous en parle depuis là, ça fait une semaine qu'il commence à nous je suis en train chauffer. de- Il veut pas nous dire C'est des ce que pépites, c'est. hein. C'est des pépites, normalement. C'est des pépites. C'est ça que j'en ai. Un chacun, pas Un de jaloux. chacun. C'est des petites trouvailles, je vais pas faire genre, juste pour expliquer le temps que vous ouvrez. Vas-y, Julio, je te laisse ouvrir. Ah ouais. C'est des petites trouvailles sur Vinted. Je vous dirai le prix que j'ai payé pour les maillots comme ça, moi aussi. Et ouais, moi je regarde. C'est parfait. Ça, c'est le bon Chronoslav Simon. Ah, de Milan en plus. Ah là là. Petit maillot Euroleague. Milan, petite city, c'est chez moi, c'est faux. Mais oui, c'est pas mal. Italie, Il est bien beau, il est bien mignon. Stylé, Hein. hein. Ouais, non, plus que Ouais. bien mignon. Frère. Franchement, il est stylé. sympa. Hein. Je suis très très jaloux, il est très très beau. Avant de. Vas-y. Je te le laisse, trouve magnifique. J'aurai un petit. On peut le mettre porté. Je me permets. Kevin Durant, Aïe aïe aïe. Il USA. l'a trouvé la petite. KD Je vous USA. raconte les petites histoires de ces maillots juste après. Mais il est Sale. incroyable. Hein. Ah, il est très très En plus, beau. je leur Hein. ai dit, Londres. Édition 2012. non JO 2016. 2014. Oui, c'est ça, c'est la Ah, même chose. ni l'un ni l'autre. Bon. Mais, exceptionnel. Hein. Alors, je vais Bah vous merci faire- Yanis. Hein. Ouais. Bah écoutez, avec plaisir. Hein, avec Merci plaisir. bien. On va raconter un petit peu les histoires de ces deux maillots. Bon, le premier, tu l'as trouvé, c'est Chronoslav Simon. Pour ceux qui connaissent, un joueur croate ailier référencé qui a gagné 2 fois l'Euroleague, qui est entré au Hall of Fame dans cette équipe à Milan, qui tourne à 10 points de moyenne en Euroleague. Vraiment un très bon joueur qui a jamais été un grand MVP, mais qui a été un bon joueur, un bon role player. Donc voilà, un maillot que j'ai payé 25 euros. Donc, Ouais, franchement, très bonne rentable. Il est juste un peu abîmé sur le derrière, mais franchement, c'est très léger. Petit maillot d'Euroleague un peu rétro, Milan, Clean, le clean. Benedetto Messina, franchement ça. Clean. ça Très va. très clean. Et le deuxième, c'est la plus grande pépite parce qu'il y a une histoire derrière le maillot, c'est que c'est du coup le maillot de Kevin Durant, pour ceux qui ont pu le voir, numéro 5 signé ça. Coupe du Monde 2014. Ouais. Donc c'était Coupe du Monde 2014, sauf que vous savez pourquoi ce maillot est rare, messieurs, puisqu'il est sorti pendant une semaine, parce que Kevin Durant n'a pas joué cette Coupe du Monde là, puisqu'il a renoncé au final au training camp Ok. à la jouer. Donc c'est un des rares maillots de Kevin Durant anti USA où il n'a pas joué. Donc voilà, c'est petite anecdote autour de ce maillot. C'est deux maillots sympas qui vont venir compléter le décor avec le magnifique maillot de l'équipe de France. Ça annonce aussi pourquoi pas un potentiel sujet dans un prochain épisode sur les Jeux Olympiques. Et ouais. Voilà, eh ben, écoutez messieurs, je pense qu'on peut directement filer dans ce premier sujet. On va parler de Battle Elite, faire un grand bilan de la saison pour vous présenter un petit peu la façon dont on a tourné ça. On a fait sous forme de top flop, c'est-à-dire que dans un premier temps, chacun va présenter un de ses tops de la saison, qu'on a assimilé plutôt à un coup de cœur qu'un top. C'est-à-dire que sinon on serait parti vers des équipes tous comme Paris, comme Monaco, comme Lasvel, qui sont des grosses écuries dont on a déjà parlé dans des podcasts précédents si vous voulez aller voir. Donc voilà, vraiment un coup de cœur de la saison et une équipe qui nous a beaucoup plus déçus. Donc on en a sélectionné une chacun. Et après, on passera aux awards de la saison où on aura le trophée de MVP, le trophée de 5 majeurs, le coach et le défenseur. Je crois que j'ai rien Exactement. oublié. Ouais. Et on est bon. Let's go. Let's go. Je pense que je vous propose, je te laisse Dieu le démarrer par ton petit coup de cœur. Mon Je pense qu'on énonce chacun nos coups de cœur et après, Ça marche. et après
on déboulera, Voilà. on enchaînera dessus. Bah, donc du coup, ouais, effectivement, comme tu as dit, on partirait plus sur des coups de cœur. Et moi, le coup de cœur de ma saison, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur les gros comme Paris, Asvel, Monaco, moi, c'est le Portel qui m'a pas mal impressionné cette saison. Et puis on en reviendra pour en discuter. Moi, c'est un peu plus standard. Enfin, on va dire que c'est une équipe un peu moins surprise, même si ça faisait quand même quelques années qu'ils n'étaient pas allés en playoff. Moi, j'ai choisi l'équipe de Nanterre. Nanterre 92, qui m'a fait pas mal plaisir cette année quand même. Et pour poursuivre dans les équipes, on va dire un petit peu en termes de standards, pas forcément des gros qui jouent une Coupe d'Europe, moi j'ai choisi l'équipe de Saint-Quentin. Donc voilà, c'est changeant, ça fait pas, on n'a pas des clubs, des gros clubs qui sont en haut de tableau, mais franchement on se régale. On peut démarrer avec le Portel. Allez, Aussi, ouais, je te laisse, c'est moi qui ai le Portel. Ouais, du coup, effectivement, très bonne saison, je trouve. Actuellement, ils sont très très bien placés. Je crois qu'ils sont 6e, Sixième, ouais. si je dis pas de bêtises. Moi, je tiens quand même à noter que c'est mal parti pour le Portel. C'était mal parti. Ils ont fait 0-4 au début. 0-5, ils ont 0-5, fait. En fait, c'est une équipe qui marche surtout à la forme, parce que en regardant les résultats, ils marchent sur des séries de défaites ou des séries de victoires. Et du coup, commencer cette saison en 0-5, on s'est tout de suite dit que c'était très très mal parti pour le Portel. Je me rappelle qu'il y avait pas mal de joueurs qui devaient sauter au début de saison ou quoi que ce soit, mais au final qui sont restés. Il y a eu beaucoup de turnover. Je sais plus, il y a Ouais. un meneur américain qui est parti. Je sais que Maxoni est arrivé. Oui, c'est ça. Qui est Et ben, arrivé, Maxouni- il y avait Robert Turner qui a fait un aller-retour en pégiste médical. Ouais, c'est ça. Maxouni, moi d'ailleurs, que je note comme un des joueurs très très importants à cet effectif. On peut aussi dire Léo qui est pas mal, mais surtout Vautier qui porte l'équipe. Lui qui vient tout droit de Pro B, chez Matisse avec Lille. Mais effectivement, Grosse saison déjà l'année dernière. Hein. Ouais. Il était dans les 3 finalistes pour être MVP. C'est pas lui qui a fini, c'était Doussouyovo. Bon, Ouais. ça marche aussi. mais logique aussi. Mais... Meilleur rival, je crois, de Pro B l'année dernière. Et donc dans le top 3 MVP. Donc il confirme en tout cas en Betclic. Ouais, carrément. Puis en tout cas, c'est très très beau à avoir joué. Surtout dans l'atmosphère, quand on a l'opportunité de voir un match, quand c'est disponible. Effectivement, je trouve que la salle et puis surtout l'ambiance qui est mise dedans, très très sympa à regarder. Et effectivement, c'est un jeu qui est assez dynamique, on peut le noter. Et puis des joueurs qui ne sont pas forcément dans un statut de star, mais ça joue ensemble et du coup, c'est très plaisant à voir. Un vrai collectif. C'est ça, ouais. Ouais, puis aller chercher les playoffs en commençant en 0-5. Puis même au-delà des playoffs, top 6. Top 6, Ils carrément. sont derrière les 5 grosses écuries. Franchement, respect, le Portel, ça fait, je sais plus, je crois que c'était depuis 2016-2017 qu'ils n'étaient pas allés en playoff, un truc comme ça. Il y a plutôt souvent eu des saisons galères. Le Portel, on est souvent habitué à les voir cravacher pour pas descendre. Je crois que même la saison où il y a le Covid, ils sont derniers, mais ils sont. 7 ans qu'ils sont, ouais, c'est ça. Ouais, je crois. 7 ans, ouais. Et ils sont repêchés parce qu'il y a le Covid, donc fin de saison. Mais si ça avait continué, ils auraient été relégués. Donc c'est cool. Et puis le travail d'Éric Girard aussi récompensé. Ça fait tellement longtemps qu'il est dans l'institution du Portel que c'est mérité, je pense, pour cette équipe du Nord. Carrément. Ouais, puis il y a des joueurs aussi qui sont révélés un petit peu. On se rappelle Yvan Février qui avait eu du mal à se lancer avec Nanterre, qui est passé par la case Pro B, qui a été prolongé 2 ans par le Portel. Il y a une bonne base de JFL qui est très intéressante pour moi, je trouve, avec Vautier, avec Ziguet Diawara, avec Yvan Février. On a besoin d'un joueur qui s'est un peu plus effacé avec les blessures. Et on a des Américains qui sont, mine de rien, pas mauvais. Phil Andrews Fleming, que je trouve exceptionnel. Franchement, et puis des David Dilo et des Don Maximi qui sont très importants dans ce collectif. Ouais, c'est une équipe qui tourne bien. Je pense que personne ne les attendait là, surtout. C'est pour ça que c'est peut-être ton coup de cœur aussi. C'est parce que personne ne les attendait là. Ouais. On les voyait dans la bataille pour le maintien. Et au final, à la 31e journée, ils ont validé leur place en playoff, ce qui est pas rien. Donc bravo Portel. Maintenant, les playoffs, ça va être autre chose. On va voir ce qu'ils vont pouvoir donner. Ça va être, et surtout qui ils vont affronter. Mais ça va être une belle bataille. Pour moi, la saison est réussie. Après, les voir passer un tour en playoff. Je suis d'accord avec toi, la saison est réussie parce que déjà l'objectif maintien largement acquis, les playoffs, puis comme tu l'as dit, il y a quand même, je pense, 2 parties dans les playoffs, les 4 premiers avec le 5e Nanterre et les 3 autres qui vont être playoffables. C'est quand même en dessous. Et après, on ne sait pas, peut-être qu'on va avoir droit à un exploit, mais je pense que voilà, les grosses écuries et les premiers tours, ça va peut-être être un peu plus facile, ou en tout cas, elles vont dérouler pour arriver aux demi-finales. Et je pense que, bon, comme tu l'as dit, la saison du Portel, arriver jusqu'à cette 6e place, même s'ils finissent 7e, 8e, c'est déjà une super saison, je pense. Tu as parlé de Nanterre, je pense qu'on peut transition tout trouver, je pense qu'on peut directement basculer sur le club du 92. Ouais. Je te laisse enchaîner. Moi, j'ai choisi Nanterre parce que j'aime beaucoup, pour avoir un peu regardé leur match, la dynamique collective. Pour moi, la stat marquante que j'ai notée, c'est qu'il y a 4 joueurs à plus de 11 points de moyenne. C'est quand même assez rare.
Benjamin Sen, Désir Rodriguez, Ibrahima Falfay. Je me permets de te couper, hein, Benjamin Sel qu'on peut retrouver en interview aussi sur la chaîne. Hein. Bah, on fait la promo. tant on qu'à fait la faire, promo, j'y ai on pensé, se j'y ai régale, pensé. on se régale. La pub. Benjamin Sen, Désir Rodriguez, Ibrahima Falfay et Justin Bibbins, qui est à plus de 15 points, lui, il me semble. Enfin voilà, quand même un gros noyau d'individualité. Et au-delà de ça, ça tourne quand même bien collectivement. Imprenable à domicile. 3 défaites, dont une hier soir. Pour tout vous dire, on est le lendemain de Nanterre-Blois, et donc Blois qui allait gagner à Nanterre. C'était un super match avec des super guests dans la salle. Et puis bah, vous verrez, je veux pas un peu trop spoiler, mais il se pourrait que en plus mon flop soit Blois, donc c'était un peu Le comble. ça m'a pas donné raison le match d'hier soir, Ouais, mais bon, belle victoire de Blois contre Nanterre, mais bon, seulement 3e défaite de la saison à domicile, Oui, non. une contre Paris, une contre Monaco, et sinon justement bah, la 3e contre Blois. Et c'est aussi ça moi que j'ai noté par contre, au-delà de la bonne saison, 5e, de retour en playoff, ça faisait 4 ans qu'ils n'y étaient pas allés, c'est positif. Une place en Coupe d'Europe, je crois que je t'ai Ouais, pas dit. c'est ça, assuré. Ouais. C'est le manque de victoire référence en Betclic Elite. Ah ouais. Hormis la Leaders Cup, on en reparlera, qui a été hyper sympathique à suivre pour l'équipe de Nanterre. Ils ont gagné contre toutes les équipes derrière et il faut le faire, aller-retour, voilà. Mais par contre, les équipes, leur défaite, c'est Ouais, vraiment. ouais, C'est ils ont pris la valise contre Paris, je crois. Paris 2 fois, Monaco 2 fois. Ils ont battu une fois Lasvel, mais sinon, et même Bourg qui perdent. Voilà, c'est peut-être aussi la différence avec le top 4. Même si, justement, on a parlé de la Leaders Cup, ils sortent Lasvel en quart et ils sortent Bourg en demi. Et en étant 5e, tu joues contre le 4e, et le 4e, ça sera soit Lasvel, soit Bourg. Donc, ils sont aussi capables de le faire. Ils ont été capables de le faire sur un match, à voir si ça va être reproduit, mais ils sont capables. Ils sont assurés d'être 5e, ça c'est sûr. Et certain. Ouais, c'est pratiquement. Enfin, il reste 2 matchs et ils ont 2 victoires d'avance sur le 6e, sur le qui est le Portel. Sauf Il n'y a sabotage. pas une question de goal average qui fait qu'ils sont sûrs d'être. Ah, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est Ils quasi sont sûr sur le qu'ils sont Portel, 5e. En tout cas, voilà, c'est une équipe qui joue plus rien sur les derniers matchs parce ils ont leur place, quoi. Mais une saison qui reste quand même intéressante. C'est vrai qu'ils n'ont pas gagné contre des grosses écuries. Après, la loi des playoffs, c'est différent. Ils ont joué la Leaders Cup, ils ont surpris des équipes. Pour moi, Nanterre, c'est la seule équipe. Alors, peut-être pas la seule. Ouais, là, c'est la seule, je pense, qui peut faire une surprise. Au premier tour des playoffs, créer le premier upset, surtout avoir si c'est Bourg ou Lasvel. Bourg, que je trouve un peu plus sur une phase descendante sur la fin de saison. Mais ouais, c'est une équipe qui collectivement s'est bien construite. Je pense que c'est pareil, l'objectif de saison il est rempli. Ils ont fait une très bonne Leaders Cup. Ils ont une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est aussi un club qui a vécu beaucoup d'années en Coupe d'Europe. On les a vus en Euroleague, on les a vus en Eurocoupe, en FIBA Europe Cup qu'ils ont remporté. Enfin bref, c'est un club qui a du vécu dans ces championnats européens. Donc on a besoin de voir aussi rayonner. Ça fait quelques saisons qu'on était un peu plus déçus. Et je pense que pour la dernière de Pascal Donadieu. J'avais noté justement dernière saison de Pascal Donadieu. Et puis bah, même pour revenir sur ce que tu disais, pourquoi pas le seul upset, c'est aussi par rapport à ce que je disais juste avant, c'est cette capacité à très peu perdre à domicile. On sait que l'avantage du terrain en playoff, bon, ils ne l'auront pas, mais ça veut dire que les matchs à domicile, ça va être très dur d'aller les prendre chez eux. S'ils arrivent à faire un petit exploit, aller prendre un match extérieur, après, ils ont une potentielle balle de match à domicile. Enfin voilà, c'est aussi un des atouts qui va jouer en leur faveur, je pense, pour les playoffs. Puis bah, comme tu l'as dit, dernière saison de l'historique Pascal Donadieu, on avait noté 37 saisons, je crois, au club depuis le début. Donc voilà, pourquoi pas finir en beauté aussi. Bon, ça va être très compliqué d'aller chercher le titre, mais. Pour moi, la saison de Pascal Donadieu est réussie dans le sens où tu termines sur une bonne note, tu termines sur une Exactement. place, tu termines sur une Coupe d'Europe. Finale de Leaders Cup. Finale de Leaders Cup. Donc pour une équipe comme Nanterre, avec le recrutement qu'ils ont fait, l'ossature qu'ils ont, pour moi, ils sont à leur place et la saison est réussie dans tous les cas. Ouais, petite, je dirais pas déception, mais il n'y a pas de Bégarin ni de Ayayi dans les top 4 des meilleurs scoreurs. Peut-être pas déception, mais j'aurais. Enfin, avant la saison, je les aurais peut-être imaginés un peu plus au-dessus. Un peu déçu de la saison de Bégarin. Bégarin, ouais. Un peu ses yeux. Moi, j'attendais à la relance, je sais pas. Bon, ça, il y a le potentiel du joueur et je trouve que c'est dommage effectivement qu'il n'a pas pris cette envergure dans cette équipe, du coup, dommage. Mais après, justement, c'est que tout le monde est capable de scorer. Donc, par contre, pour le coup, Bégarin, par contre, a été exceptionnel dans les tours préliminaires de Coupe de France. Je crois qu'il a 31 points de moyenne en Coupe de France. Il a fait 2 perfs à 34 avant qu'il se fasse sortir en quart, je crois. Pas en quart, en quart. Non, ils sont fait. Non, ils n'ont pas été à. Ils n'ont pas été à Trélazé. Alors, ils sont sortis en 8ème. Enfin, mais dans tous les cas, il est. Ouais, non, t'as raison, ils n'ont pas été à Trélazé. Mais dans tous les cas, Bégarin était très bon en Coupe de France. Mais alors, en championnat, cette saison, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, il faut dire qu'on a un tandem, quand même, un axe 1-5 qui est exceptionnel. Le axe Bibbins-Folfay, qui est très très bon. Et on a des joueurs français, quand même, qui sont
qui sortent un petit peu la tête. Moi, je suis très content de la saison de Lucas Dussoulier qui sort Dans en son rôle. scoreur, soit dans son rôle parfaitement. Bastien Pinot capable de coups de feu par moment, de coups de chaud. Et Benjamin Sène, Benjamin Sène qui fait évidemment. vraiment une très très bonne saison. Et voilà. Ouais, non, je Plein pense de que c'est un bon résumé de la saison de Nanterre. Du mieux, surtout par rapport aux saisons précédentes. Dernière de Pascal Donadieu, pourquoi pas aller chercher un petit upset pour les playoffs. On sait jamais, tout est possible, hein, c'est la magie des playoffs, exactement. Je pense qu'on peut enchaîner avec le dernier coup de cœur. Et moi, ça concerne, je vais prendre des petites fiches, ça concerne l'équipe de Saint-Quentin. Saint-Quentin, qu'on rappelle, qui était en Pro B la saison dernière, donc qui est monté directement avec le titre de champion de France. Cette saison, à l'heure actuelle où on tourne, ils sont 7e à 16 victoires et 16 défaites. Ce qui est un bilan très correct. Pour l'instant, une place en playoff. Plus que correct. Ouais, pour un promu. Pour un promu, franchement, une place en playoff, on l'a très rarement vu, je pense. Un promu qui va direct en playoff l'année suivante. Pour Cambrai, peut-être alors qu'ils sont montés, mais je suis même pas sûr, avec Zachary Peacock. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un effectif qu'en début de saison, pareil, sur le papier devait jouer le maintien. Il y a beaucoup de joueurs qui venaient de l'effectif de Pro B. Je pense à Mathis Dosuyovo, Lucas Boucaud, William Pfister, et j'en passe. Et on avait beaucoup des Américains rookies, donc ils connaissaient très peu le championnat européen. Donc sur le papier, on avait un effectif qui était potentiellement en bas de classement. Mais il faut dire que Julien Mahé, qui a fait une saison encore une fois admirable au coaching, a su mettre tous les bons ingrédients. Et les bons ingrédients de Saint-Quentin, la stat marquante, c'est que c'est la meilleure défense du championnat, 74,5 points, égalité avec Monaco, dans un basket qui est de plus en plus offensif, en tout cas en termes de points marqués. On voit une équipe qui vraiment base ses victoires sur la défense. 74 points marqués, c'est exceptionnel, moi je trouve. Encaissé. Encaissé, pardonnez-moi. Petite rectification, hein. Non, 74 points encaissés, ce qui est bon. Voilà, ils savent forcément qu'individuellement, c'est peut-être pas la meilleure équipe du championnat. C'est justement ce qui fait leur force, je pense, c'est ce qui fait leur force, cette capacité à jouer ensemble. La salle aussi, pas mal. Il y a une vraie équipe, il y a une vraie salle, il y a une vraie salle. Ça pousse le public. Bon, pas comme au Portel, c'est un petit chaudron, mais c'est un peu ça aussi, l'esprit avec pas mal de supporters. C'est assez dur d'aller gagner à Saint-Quentin. Et puis tu l'as dit, Julien Mahé, franchement, respect pour tout ce qu'il apporte au club, de passer le cap Pro B avec les qualités de play-off directement. Et puis au-delà du bilan, tu l'as dit, à égalité, je crois 16 victoires, 16 défaites. Ouais. Ils perdent sur certaines défaites, ils sont pas loin. Ce week-end, par exemple, ils perdent de 2 points à Asvel au buzzer. Il y a des matchs coup près qu'ils ont laissés en route. Ils auraient pu être encore au-dessus, je pense. Et puis, je sais pas si tu l'as noté, mais tu as peut-être parlé de Nolan Traoré qui est récemment arrivé. Ouais, c'est dans les prochains trucs. Mais avant, j'ai une petite stat aussi qui est très intéressante sur la saison. C'est que Saint-Quentin, c'est 89 d'évaluation collective en moyenne, ce qui est dans les moyennes du championnat. Hein. C'est pas la plus grande équipe, je crois que c'est Paris avec 109 ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est Logique. Pas étonnant. en toute logique, voilà, sans surprise. Mais surtout que Saint-Quentin, je tombe sur la bonne stat, ils ont 8 joueurs à plus de 8,3 d'évaluation. Je ne sais pas si on s'imagine ça, mais 8 joueurs dans le roster qui sont capables d'apporter plus de 8 déballes par match, ce qui est exceptionnel en termes de collectif, sachant que la meilleure éval c'est Mathis Dosuyovo avec 12,5, ce qui n'est pas non plus. Ouais, c'est hyper homogène en fait. C'est hyper homogène. ça. Il n'y a pas un mec, bon, Mathis et Dosuyovo est vraiment le leader de l'équipe, mais il n'y a pas un mec qui est au-dessus du lot en termes de leadership, c'est vraiment plein de role-players et une équipe qui tourne très bien. Et moi j'avais un peu peur quand Tyler Campbell s'est blessé, le meneur américain, qui n'a pas été remplacé par un US. On a fait venir Iftaf Ziv du Maccabi Tel Aviv et on a fait venir aussi Nolan Traoré, justement, qui a fait une perf exceptionnelle à 17 ans pour ce week-end contre l'Asvel avec 18 points à 8 passes. Et c'est des joueurs qui sont parfaitement emmêlés dans le collectif. Alors Ziv, je le trouve un petit peu plus sur la retenue, il avait très bien débuté, mais Nolan Traoré, il est en train de prendre pleinement son pied en Betclic Elite. C'est fou, hein, franchement, l'adaptation N1. N1 Betclic Elite, il s'est rien passé. Il était avec l'INSEP il y a 2 semaines. Enfin, 2 semaines avant de signer, il signe, il joue, il est performant. C'est assez impressionnant. Et ça prouve aussi toute la maturité, je pense, du bonhomme. C'est que s'il est capable de s'adapter déjà, il peut pouvoir aller très loin, je pense. Ouais, je pense qu'il a déjà son chemin en tête, hein, je vais pas te mentir. Il sait que l'année prochaine, il y a une place en NBA qui se joue. On voit déjà que c'est tourné là-bas. Et puis effectivement, en fait, il sait que pour aller en NBA, il faut avoir son rôle. Et je trouve que son intégration à Saint-Quentin, qui est du coup, comme on le sait, une équipe très dirigée par son coach et chacun à sa place, il arrive à le prendre à sa faveur. Et effectivement, ça fait que du bien pour lui. On verra ce qu'il fait l'année prochaine. Mais... Justement, ça pourrait être cool de le garder en Betclic, à Saint-Quentin, je sais pas. Pourquoi pas, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est, je pense que pour Nolan Traoré, c'est qu'il arrive dans un cadre aussi qui est très favorable avec Julien Mahé, qui est sans doute un des meilleurs coachs pour coacher les meneurs, que ce soit français ou américain.
On a vu Hugo Besson qui a été très performant à Saint-Quentin. On a vu Parker Jackson Cartwright. On a vu Terrell Gomez quand il est passé, qui a été très bon l'année dernière. Ouais, trop fort. Et qui a relais en maintenant. C'est un super coach pour des meneurs et pour des jeunes meneurs aussi. Fait aussi saluer la saison de Melvin Aginsa qui est très bonne depuis son retour de blessure. Vrai role player qui apporte plus de 10 déballes par match, qui est un vrai scoreur, qui lui aussi a su garder les mêmes stats de la Pro B à la Metric Elite et va arriver à la draft avec pourquoi pas l'ambition d'aller taper un premier tour. Donc c'est super intéressant. On a un Mathis de Souyovo aussi qui fait une super saison, All-Star. Je pense que Mathis aussi avait besoin de trouver sa première vraie saison dans l'élite, lui qui cherchait en Pro B, qui cherchait à se développer, qui devenait un joueur dominant. Donc voilà, qui a su faire le pas aussi. Et voilà, il faut aussi noter les role players que sont Oleh Isaac et Will Raymond, qui sont vraiment des très très bons joueurs de basket. Et voilà, en fait, au final, on a juste une équipe qui joue le basket, une équipe qui pue le basket et qui est belle à voir jouer parce que ça joue un basket qui est très ancien, je trouve, en termes de défense, mais un basket qui est beau et franchement, dans une belle salle, ça nous régale. Et moi, honnêtement, j'ai envie de voir Saint-Quentin en ambiance de playoff parce que je pense que ça peut être vraiment très sympathique. Ouais, et puis Lucas Boucault, tu as peut-être un petit peu moins parlé, tu l'as cité. Je l'ai même pas, parce que il a fait j'ai mis révélation Lucas Boucault. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que franchement, très bon. la qualité de passe, je sais pas sa moyenne de passe, mais il doit être dans le top 5, je pense. Il est top 5, je crois qu'il a. Bon, en tout cas, il y était en début de saison. Lui, il y a le premier, c'est DJ Cooper. Mais il surnage, lui. Il surnage. Après, il y a TJ Short et après, il y a Lucas Boucault. Ouais, voilà, c'est ça. Qualité de passe. Lui, pareil, ça vient de Pro B, il arrive à s'adapter. Lui, pour le coup, il a gonflé ses stats par rapport à la Pro B. C'est devenu un vrai moi, j'adore. Révélation, c'est le bon mot, je pense. La révélation, franchement. Très bon rôle, très bon. Encore une fois, un bon role player qui sort du banc, un joueur qui passe, un joueur qui n'est pas forcément le plus gros des scoreurs, mais qui a la tête sur les épaules, qui a du QI basket et qui correspond. Et encore une fois, un meneur de Julien Maillet. Franchement, voilà, j'ai rien à dire. Voilà, c'est la pratique qui prouve la théorie. Mais voilà, en tout cas, pour nos coups de cœur, je pense qu'on peut enchaîner sur nos déceptions. C'est ça. Je te laisse démarrer. On fait un petit tour de table ou on enchaîne ? Bah, moi, j'ai pris Le Mans, qui un peu. Qu'on va dire que c'est en rapport avec le Portel parce qu'ils ont joué hier, mais oui, moi c'est Le Mans ma déception de l'année. Moi ma déception c'est la JDA Dijon. Ça va être très contradictoire parce qu'on va parler de la Coupe de France juste après, mais la JDA Dijon sur cette saison d'Elite. Et moi, désolé Yanis, mais c'est bel et bien un club de la Diablois. Je ai un petit peu parlé avant, mais déçu de cette saison blésoise. Bon, je vais partir, je quitte le podcast. Vaut mieux parce que là ça va. Ça va tailler. Non, vas-y. On enchaîne sur Le Mans. Ouais, bah du coup, on peut revenir sur Le Mans, l'année dernière qui finit 6ème, 19-15. Grosse saison, on sait qu'il y avait pas mal de gros cadres quand même, Matt Morgan, Keza, enfin du moins ils avaient des gros joueurs. Et Josh Carlton, oui c'est ça, Keza Kizamikin, Terry Tinkle, Terry Tarpey, et tous partis. Et bah effectivement, ça n'a pas réussi à tenir la baraque comme on peut dire. Et effectivement, je trouve que c'est dommage parce que c'est une équipe qui était plaisante à voir l'année dernière. On sait qu'ils avaient fait un beau premier tour de play-off contre l'Asvel. Bon, certes, il y avait une fessée au premier match, mais un deuxième match assez sympathique à regarder. Et effectivement, moi qui étais du Mans, il y avait un plaisir un peu d'aller voir Matt Morgan et cet effectif qui semblait avoir une bonne relation. Du moins, c'était une vraie équipe, contrairement à cette année où en fait, on dirait que les joueurs ne sont pas impliqués dans le projet. Et effectivement, on voit qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas été gardés au fil de l'année. C'est des profils assez américains et on dirait... Ça rajoute un peu le concept qu'ils ne sont pas vraiment impliqués dans le projet, ils sont plus là pour les stats. Et je trouve ça dommage pour une grosse écurie qui est Le Mans en fait. Et du coup, effectivement, c'est plus décevant qu'autre chose. Historique du championnat de France quand même, Le Mans, c'est un des cadors du championnat, historiquement en tout cas. Et puis comme tu l'as dit, on est quand même habitué à les voir plutôt dans les 8 premiers, en tout cas dans les playoffs. Le Mans, c'est souvent une équipe qui accroche au moins une 8ème place. Et ils ont quand même joué les playoffs, le maintien pendant un bout de saison. Non, ils jouaient quand même le maintien. Là, ils sont maintenus officiellement, ça y est. Officiellement, ils sont maintenus, mais... Globalement, ils sont dans la cour du maintien. Oui, c'est ça. Il y a 2 mois, ou même un mois, officiellement, nous, c'était... sur Le Mans, quand je disais avec des collègues, effectivement, ça jouait plus le maintien qu'autre chose. Donc effectivement, il y a aussi le cas Elric Delorme, qui est un peu contradictoire, parce qu'effectivement, il n'est pas là, ils ont changé de coach, maintenant c'est Vizad, je crois, de la JAV. La saison prochaine sera Vizad. C'est pour l'année prochaine. Excusez-moi, mais effectivement, ouais... compliqué de changer de coach effectivement en cours de saison, mais je trouve que même c'est pas justificatif en fonction de l'équipe qui est censée être Le Mans. Certes, on perd des gros cadres, mais c'est quand même des gros joueurs qui viennent. Bon, à part Schwartz qui vient de
N1 Fenerbahçe, en fait, on ne sait pas forcément pourquoi il est venu là. Je trouve que c'est des joueurs qui sont censés être bons et réussir à maintenir cette équipe en en Betclic Elite. Mais ça n'a pas pris et puis on verra ce qui se passe l'année prochaine. Alors moi, je trouve qu'en termes d'équipe du Mans, c'est ça, il n'y a pas de vécu collectif, il y a rien qui s'est vraiment installé. On a aucun joueur français qui domine. Abdoulaye Ndoye assez déçu. Léopold Delaunay. Willy Agueté, Léopold Delaunay, on a un peu de mal. Et hormis Mr. Jones, à la main, moi j'ai trouvé aucun créateur, un mec qui vraiment s'impose dans l'équipe et qui apporte. Et il n'y a pas de présence à l'intérieur non plus. Donc c'est une équipe qui a beaucoup peiné cette saison. Je pense que l'erreur elle est principalement sur le recrutement. Après, c'est aussi la règle, entre guillemets, la difficulté à tout changer dans l'effectif. Et à devoir tout changer, c'est qu'on prend beaucoup de risques. Donc, je pense que l'erreur vient principalement du recrutement et forcément, ça les met dans une partie de tableau un petit peu différente. Après, moi, je suis pas plus inquiet que ça, en tout cas pour les prochaines années, parce que Oui, non. ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Justement, l'année dernière, c'était plutôt pas mal. Cette saison, c'est moins bon, mais Ça ne profite pas Nanterre. Nanterre, c'était pareil la saison dernière. C'était vraiment au fond en galère. trou, Ouais. et puis voilà. Et Guillaume Vizat qui arrive, il faut saluer son travail à Vichy, exceptionnel, avec l'équipe de France U20 aussi. Première expérience pour Vizat dans l'élite. Ça va être, Il a gagné la Leaders Cup, le Pro B. championnat d'Europe U20. La Leaders Cup Pro B. La Leaders Cup Pro B, oui. Ils sont deuxièmes et cette année, il n'y a pas d'accession directe en Pro B. C'est pas le premier qui monte directement. C'est à la fin des playoffs. Ils vont avoir une grosse carte à jouer. Je pense que ça va jouer entre La Rochelle et Vichy en Pro B. Donc, ouais, gros CV pour l'instant, un petit peu à l'échelon inférieur. Bon, il a quand même gagné avec l'équipe de France U20 le championnat d'Europe. Mais pour une première en Betclic Elite, lui qui est vraiment reconnu par ses pairs et vraiment respecté déjà à l'échelon inférieur, ça va être très intéressant de le voir pour sa première en Betclic Elite. Ce serait cool aussi de le voir jouer avec un vrai poste 5 et un vrai poste 4 parce qu'effectivement, quand on allume la télé, du moins, on voit que c'est Abdoulaye Ndoye qui joue 4 et ça pose déjà un problème, ce qui confirme un peu le manque de joueurs dans cet effectif. Peut-être qu'il va y avoir des petits joueurs de Vichy qui vont move du côté du Mans. Un petit Lucas Deféal s'il se fait pas drafter. Mais... Un petit Mamadou Guissé ou des trucs comme ça. Ouais, ça peut suivre. C'est vrai que... On enchaîne tranquillement avec la suite. Ouais, ça va pas te faire trop plaisir, Yanis, mais la DA Blois qui était montée l'année dernière en Betclic Elite, qui avait fait une saison plutôt sympathique, respectable, on va dire, pour un promu. Pour le coup, c'était maintien acquis, pas de problème, on s'engage pour une deuxième saison en Betclic Elite. J'attendais justement de cette équipe blésoise un petit plus par rapport à l'année précédente, un petit step de passé. Et pour le coup, ça a été l'inverse, ça a été très difficile. Déçu de la saison de Milan Barbic. Alors certes, il commence très fort. Il a fini joueur du mois où il était dans les nominés. En tout cas, il a fait deux fois dans les nominés. 2 fois dans les notions de joueur du mois. Le début très bon et après il n'a pas confirmé. All-Star, voilà. Et la deuxième partie de saison, il confirme pas du tout. Compliqué, c'est une principale déception, d'autant plus quand on a vu la première partie de saison, on sait qu'il est capable d'être très bon, efficace, pas réussir à confirmer, c'est dommage. Ce que j'ai noté aussi, c'est comme Julo, tu parlais des séries pour l'équipe du Portel, c'est un peu pareil pour Blois négativement. Ils ont fait 2 fois dans la saison 8 défaites consécutives. C'est quasi impossible de se maintenir. 8 défaites consécutives, 2 fois à deux moments d'intervalle. Ça fait 16, quoi. C'est énorme. Il n'y a que 3 petites victoires qui s'étaient intercalées en 5 matchs entre ces 2 séries. Donc c'est très dur d'aller jouer le maintien. Et le changement de coach, Michaele, qui était un historique du club, qui était là depuis très longtemps, qui avait connu la N1, la Pro B. Ça faisait 10 ans. Voilà, c'est ça, qui avait fait tant de bien au club. David Morabito est arrivé, qui était l'assistant, qui est passé par le centre de formation de l'ADA l'année dernière notamment. Donc voilà, c'est un petit mélange de déception. Problème aussi défensivement, 3e pire défense de Betclic Elite, 85 points encaissés par match. C'est trop pour rivaliser, pour exister justement dans les moments importants. Et surtout, il y a aussi la seconde phase qui était encore moins bien négociée parce qu'on n'a pas réussi à garder le goal average. On gagne de 9 à l'aller ou de 8 contre Gravelines. Et on perd de 9. Voilà, il y a un point de différence. C'est terrible, c'est une action qu'on ne doit pas prendre. Normalement, Et c'est peut-être ça qui va faire la différence à l'arrivée. Là, il n'y a qu'une seule victoire de retard. Il reste 2 matchs, sauf que Gravelines doit gagner du coup plus qu'un match et il joue contre Boulogne. Donc autrement dit, les jeux sont quasiment faits. Si Gravelines bat Boulogne, c'est fini. Gravelines se maintiendra après avoir commencé en 0-10. Ça aurait pu être dans mes coups de cœur. Gravelines, franchement, réussir à faire ça, c'est fou.
Mais du coup, on se profile vers Blois qui descend, Roanne qui descend, et bon, bah, Boulogne, c'est déjà acté. Mais c'est dommage pour l'équipe de Blois. Après, peut-être repartir en Pro B, grosse équipe et faire l'ascenseur, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est dommage de ne pas avoir réussi à. Souvent, la deuxième année, hein, c'est l'année de la confirmation, c'est celle où la première année, t'es un peu la surprise, t'es le promu, voilà, faut confirmer derrière. Peut-être pour 50 ans l'année prochaine, on verra. Mais ouais, je suis déçu qu'ils aient pas réussi à passer ce cap dans le championnat. Moi, le principal problème de la saison, c'est que je pense que l'équipe a cherché, a essayé de se trouver toute la saison. Il y a eu des changements à gauche à droite, on a eu des changements de joueurs dès le début de la saison avec le départ de Robert Houdard, puis le départ de Josh Oley, ensuite un changement de coach, ensuite, enfin, bref, il y a plein de trucs qui se sont amenés au fur et à mesure, ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment de stabilité au sein de l'effectif. Euh, les gars ne jouent pas avec les mêmes joueurs tout le temps, avec le même coach, donc forcément pour lancer et enclencher une dynamique c'est compliqué. David Morabito est arrivé en prenant les rênes d'une équipe qui était malade, qui était compliquée, dans la difficulté. Et qui avait besoin de relancer la machine. Donc c'était, ouais, il y avait plein de choses, plein de petits facteurs compliqués qui font qu'il n'y a pas pu vraiment avoir la dynamique qu'il y avait l'année dernière par période. Et voilà, alors est-ce que c'est la faute à des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur en termes de niveau, je ne sais pas. C'est une équipe très jeune aussi, emmenée par des JFL qui sont quand même très très jeunes. On pense à Armel, on pense à Brice. Et pour le coup, point positif, la saison d'Armel Traoré, qui quand même. Elle est exceptionnelle. Lui, 14,7 d'évaluation, franchement, c'est. Ouais, c'est une satisfaction du côté de la DA. Il s'est présenté à Draft là récemment. Et en plus, je crois qu'il a été interviewé par Open Gym, non, si je dis pas de Ouais, bêtises. je crois qu'il y a une Un petite gros média, je interview. crois. Ouais, gros média. Puis il a fait un petit record en carrière hier contre Nanterre. Voilà, on parle de l'interview de Benjamin Sen, on a parlé de l'interview de Léo Konaté, on peut aussi parler de l'interview de. Traoré qui est disponible également. Mais ouais, et puis voilà, il y a des Américains qui n'ont pas vraiment pris le lead pour cette équipe. En termes de scoring, on n'a pas eu de mecs qui étaient là pour imposer son truc. Et puis voilà, tu l'as dit, défensivement, sur certaines phases, c'était pas possible. Ça manquait de rigueur, ça manquait d'envie. Donc voilà, après, là, la Pro B se profile. Je pense que, moi je parle plus au nom du club, hein, c'est horrible de dire comme ça, mais je pense que la Pro B c'est pas si mal finalement pour se relancer, pour retrouver un peu de stabilité et une vraie structure, et ça fera des saisons en jeu quand même. Voilà. Carrément. Bah, tu peux enchaîner sur ton On flop enchaîne à sur toi. le dernier flop. Ouais. Enfin, Qui ton est, moi, flop. la JDA, la déception, la Ouais. JDA Bourgogne-Dijon. Bien qu'ils aient gagné la Coupe de France, on en parlera juste après. Pour moi, la JDA Dijon de base, c'est une équipe Coupe d'Europe, ça fait quelques années quand même, qui est une grosse ossature du championnat. Cette saison, ils sont 13e avec 14 victoires, 18 défaites, sur le même bilan que Le Mans. Ils étaient pendant très longtemps dans la même course que Le Mans, c'est pareil, ils sont maintenus, mais c'était dans la même course que Le Mans, à jouer le maintien et sans réelle sérénité. C'est une équipe qui a du mal offensivement, 77,5 points marqués, ce qui est faible, même si on sait que l'ADN, ils ont changé de coach, et une Nenad Markovic puis le Niam qui a imposé une ADN beaucoup plus défensive. Ils ont beaucoup de tendance à perdre contre des petites équipes cette saison, c'est leur principal défaut. Et forcément, si tu veux jouer pour une équipe qui peut jouer les playoffs, quand tu perds contre les petits, c'est compliqué d'aller chercher un top 8. J'ai deux interrogations principales dans cette équipe-là. C'est l'arrivée d'Amons, que je n'ai pas trouvé très bon, le poste 4. Je m'attendais à un joueur qui pouvait vraiment avoir de l'impact, parce que c'était un joueur qui shoot à longue distance, qui a des qualités athlétiques, que j'ai pas réussi à voir s'imposer dans l'effectif. Un peu déçu de la saison de l'Italie Shikoko aussi. 11,5 d'évaluation, c'était quand même le meilleur pivot de l'année dernière en Battle Elite. Enfin, selon le 5 majeur. Oui, non, mais si, voilà, on peut le dire. En tout cas, il On peut était le parmi dire, les on peut le dire, meilleurs voilà. pivots. Et il a pas su, ouais, Il a pas su confirmer. faire le step, Alors que pourtant, ça fait plusieurs années qu'il est quand même installé c'est dans la ligue. Et donc, il y a peut-être eu ouais, un petit problème de, je sais pas, d'adaptation. Peut-être au système qui lui correspond pas. Ouais, voilà, c'est ça. c'est clair. Et ouais, non, beaucoup de mal avec Shikoko qui vient dans une équipe où justement il est pour step up, il est là pour jouer une Coupe d'Europe, pour s'imposer. Peut-être aussi la Coupe d'Europe qui a été plutôt synonyme de fatigue plus que d'avantage. Qui a rien apporté vraiment de. Ouais, c'est ça, qui a plus au final pesé sur l'équipe qu'autre chose, même s'il y a un très beau match face à Galatasaray. Une remontée incroyable. Une remontée incroyable. Donc voilà, il y a quand même de beaux matchs, il y a quand même quelques petites choses, mais ça les a plus fatigués sur le championnat. J'ai eu un peu de mal aussi avec, même si en termes statistiques ça n'a pas été mauvais, hein, avec la triplette Holston, Hunt, Caver, que je trouve pas très complémentaire, un peu des profils très similaires, qui sont offensivement là pour manger du ballon et pour jouer. Cameron Hunt qui sort d'une très bonne saison l'année dernière, qui est un peu plus décevant cette saison. Holston qui reste dans ses standards, qui est aussi âgé, voilà, qui commence à prendre un peu d'âge aussi. Et Ahmad Caver que j'ai pas vraiment vu s'imposer dans l'effectif.
Voilà, je trouve qu'ils ont un petit peu, chacun ils sont un petit peu brouillés dans les qualités en termes de E3, mais sinon je peux saluer aussi la bonne saison de Gregor Rovac, par contre, qui m'a vraiment satisfait. Ouais. Si on devait retenir un bon point, c'est qu'il a fait une très bonne saison, le Slovène. Euh, C'était sans doute la satisfaction de Dijon, vraiment. On a vu des joueurs français un peu plus effacés. Robin Ducoté, par exemple. Ouais, Robin Ducoté, Jacques Alinguet, que j'ai trouvé moins bon avec le départ d'Abdoulaye Loum. On a vu beaucoup moins d'impact des joueurs français. On sait que c'est une équipe Dijon qui vit beaucoup avec ça. Je pense aux années Axel Julien, aux années Alexandre Chassan. C'est une équipe qui aime bien avoir des joueurs français performants et ce n'était pas le cas cette année. C'est un peu comme le Mans, il va falloir repartir avec notre dynamique. Le Niam a été prolongé. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont rester. Par contre, ça va pas être un changement total. Et puis le Niam, il connaît Dijon, il a Ouais, fait les voilà, belles il a heures déjà- pour le voilà. coup. Quand il y avait Julien et Chassan, c'était déjà Laurent Le Niam. Il était un moment même sur la sellette, on ne savait pas trop s'ils allaient le garder. Finalement, ils l'ont prolongé. Donc, bon, pourquoi pas, c'est pas plus mal. En tout cas, ça peut permettre d'installer une dynamique sur le long terme. Ouais, Puis ça- il sait y faire quand même. Voilà, il normalement. connaît le club. Mais, Voilà, c'est ça. Mais voilà, quand Bah, même, ça reste quand même une déception. Bah Il oui, a oui. pas Surtout d'emplacement. que Dijon, habituellement, c'est quand même top 4, top 5. C'est un peu à l'image de Bourg-en-Bresse cette saison, je Ouais. trouve. Ouais. Alors, un peu, peut-être Au pas niveau autant. peut-être de peut-être- Nanterre, ouais, mais c'est une grosse équipe du championnat. Voilà. Pas autant Bourg-en-Bresse en Coupe d'Europe, et au moins les performances en ce championnat. Dijon, on est habitué à les voir si haut. Donc là, ouais, c'est vrai que coup de moins bien cette saison pour les Dijonnais. Donc, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter sur cette équipe-là. Un peu de goût amer parce que c'est une équipe qui peut jouer la Basketball Champions League. En plus, c'est une équipe qui était qui pouvait aller au Final 8, si je dis pas de bêtises. Un petit goût amer quand même pour cette équipe de la GDA Dijon qu'on espérait un peu plus haut. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus positivement dans la seconde partie. C'est ça. Yes. Donc, je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième partie de cette Betclic Elite, de ce bilan de saison. Après nos satisfactions, enfin nos coups de cœur et nos déceptions, je pense qu'on peut passer sur les awards. Je pense qu'on peut démarrer tranquillement. Je voulais démarrer par le MVP, ça serait trop facile. Je pense qu'on peut démarrer par le meilleur jeune, tranquillement. Pour continuer sur la dynamique du podcast 3. Exactement. Je sais pas si on va être tous d'accord. Ouais, non, je pense Moi, pas. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense qu'on va être Ouais, d'accord. moi, je pense qu'on est tous d'accord. Zachary Rizaché. Ok, ouais, mais c'est pareil. Zachary Rizaché aussi. Voilà. Ok, c'est parfait, Ouais. ça me va. Rizaché, Il y a à voter. Salin a été élu joueur de la phase retour, Ouais, de la enfin phase jeune, retour. meilleur jeune de la phase retour. Mais niveau statistique, niveau classement, à la fin aussi, quand même Rizaché prend un peu Je le pense dessus. ouais, qu'on n'a pas besoin de s'étaler, on a beaucoup parlé de Ouais, Rizaché voilà. dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller le voir pour Ouais, c'est ça. connaître nos avis. Sur, Parce que... sur la draft NBA, exactement, avec tous les prospects européens. Moi, ce que j'ai noté sur Rizaché, c'est que parce que justement, en faisant une petite corrélation au dernier Open Mic, c'est qu'on a dit que Rizaché était un peu plus mal depuis le retour de sa blessure en équipe de France. Et là, ça attention, repart. Ça les repart. 4 derniers matchs en Betclic Elite, 15 d'évaluation, 18 et 23. Ouais. Donc voilà, c'est très très bon, franchement, moi je suis... Donc je crois qu'il y a un match à 100% au tir. Ouais, contre Paris là ce contre Paris, week-end. contre Paris, Ils ce sont week-end. pas passés loin de la victoire. Ouais. Donc ouais, non, Et c'est un bien. match en double-double avant. C'est ce qu'on attendait exactement ce qu'on disait dans le podcast. Il est un coup de moins bien. À l'approche des matchs qui vont compter, playoff, il n'y avait pas encore eu la finale d'Eurocup, bon, il est un peu passé à côté, mais à l'approche de la draft, tout simplement, continuer à remonter la pente et il est en train de bien le faire en championnat en tout Pour le cas. coup, il fait 4 matchs d'un niveau où d'un niveau first pick, ouais, je pense. Il n'y a rien à dire sur ça. Donc voilà, on est Unanime. unanime sur Rizaché. On peut continuer. On a décidé de mettre le trophée de Best Defender de la saison. C'est un peu le plus compliqué à LR parce que on n'a pas, contrairement en NBA où il y a une course toute la saison, on peut voir les évolutions un peu qui suivent. En Betclic Elite, c'est un peu une course qui est un peu plus négligée. Je sais pas qui vous a mis, je pense qu'on peut démarrer. Qui veut démarrer? Moi j'ai mis Ibrahima Falfay de Nanterre parce que on avait un peu discuté avec Julio. Franchement, l'impact au rebond, impact au contre, impact à l'interception, présent dans les catégories C'est très statistiques. solide. Et puis voilà, ça c'est qu'il répond présent, il est pas mal présent pour nettoyer le cercle. Enfin voilà, on a parlé un peu du secteur intérieur de Nanterre avec la connexion plus offensivement avec Justin Bibbins, Oui, mais mais- il est aussi présent défensivement. Il sortait d'une saison où il s'est fait les croisés, je crois, à Boulogne. Ouais. Ouais, voilà, l'année dernière. Et il confirme que c'est un joueur très intéressant de ce championnat. Je crois que Jojo t'avait mis la même chose, Ouais. non? Ouais, moi j'ai mis la même chose. Pareil. Bah, de toute façon, je trouve que c'est un joueur qui est assez intelligent même dans son jeu et du coup ça se remarque assez en défense. Je note premier au contre, 8e au rebond et il est avec 0,8 en interception. Donc c'est un joueur Toujours bien complet. placé, quoi. Au bon vraiment ça. moment, au bon endroit, quoi. Et ça justifie aussi la bonne saison de Nanterre. Ouais, c'est vrai que défensivement, sur l'impact défensif, moi j'ai choisi un joueur qui est de la même nationalité, un Sénégalais aussi international, mais qui joue pas à Nanterre. Je sais que vous allez me huer, mais j'ai choisi
Mbaye Ndiaye. Choix du cœur. Choix du cœur un peu aussi, mais je pense qu'il y a un fond de mérite quand même parce que c'est un mec qui est quand même qui fait partie des meilleurs contreurs de la ligue. C'est vrai qu'Ibrahim Affolfay est le meilleur contreur de la ligue. Mbaye Ndiaye est un compte de moyenne, il a un temps de jeu qui est quand même plutôt réduit par rapport à. Assez restreint par rapport Voilà, à c'est Falfay. ça. Il a un plus-minus qui est très bon quand il est sur le terrain parce que défensivement il apporte de l'énergie. On l'a vu en Euroleague aussi, mais surtout en Battle Elite, là où il joue pas mal. Il est à peu près à 14 dévals de moyenne sur les 6-7 derniers matchs, donc c'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est très propre. Il prend beaucoup de rebonds, c'est un joueur très athlétique. Et puis on l'a vu, sur le contest, c'est un mec qui est impressionnant parce qu'athlétiquement il va gêner tous les shoots. Il est capable de défendre sur des postes 1 comme sur des postes 5. C'est un mec qui est très complet sur ça. Et je pense que si l'Asvel aujourd'hui en championnat reste performante et même fait une bonne fin de saison d'Euroleague, je pense que c'est aussi en partie grâce à lui et en partie grâce aux responsabilités que lui a donné Pierrick Poupé. Donc peut-être qu'il y a un plus un choix du cœur aussi parce que Mbaye c'est mon gars, mais voilà, moi je mets Mbaye. Non, mais ça s'entend. Ça se défend, on va Voilà. dire, ouais, c'est pas une aberration. Ça se défend dans l'intensité qu'il met en tout cas. Ouais, Moi, non, j'aime bien. c'est un bon joueur. Et puis, comme il est en train de progresser aussi par rapport à. Enfin, il sort de Blois, il prouve Ouais, qu'il est capable de c'est sa première s'imposer. grosse saison dans un gros club. Donc c'est, Dans un très gros club. contrairement à Ibrahim Affolfay qui a connu Monaco, qui a connu le Valois, qui confirme plutôt et avec un statut de leader et revient drôle bien sûr. On peut passer à notre trophée suivant, donc on a notre defensive player. Je pense qu'on peut passer avant d'aborder le 5 et le MVP, le coach of the year. Julien Mahé. Julien Mahé, toi tu dis. Moi j'ai Julien Mahé aussi, je précise. Thomas Isma, je sais plus comment. Thomas Lizano. Isalo, ouais, c'est ça. Attends, C'est un I majuscule. I, c'est S. pas Lizalo. Non, c'est I-I-S-A-L-O. Isalo. Thomas Lizano. Bon, j'arrive pas à dire son nom, mais voilà. On en a déjà beaucoup parlé, je trouve que. Je peux comprendre Julien Mahé, parce que c'est vraiment l'entièreté de la saison qui fait que. Et sa manière de jouer, mais les principes de jeu de Thomas Salo, bref. Effectivement, sont très. Enfin, c'est impressionnant en fait. C'est l'intensité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment. Défensivement, c'est plus impressionnant qu'offensivement. Mais donc, pour moi, je félicite ça. Surtout que je crois qu'ils sont sur 23 victoires d'affilée. Ouais. 23 Et le record est de 24. Oui, Donc, voilà. et il reste 2 matchs. Donc, C'est gagné 2 matchs, il y a encore battu. Moi, je peux rebondir. Alors, je vais rebondir sur ça juste parce que forcément, moi, il est rentré dans ma shortlist. Il y a plein de coachs qui sont rentrés dans la shortlist. À un moment, j'ai pensé à Frédéric Fautou, à Eric Girard. Ouais, Fautou. Mais pourquoi pas Isalo Isalo, pardon. On va réussir à le faire. Ouais, c'est Pour moi, compliqué. c'est le meilleur coach de l'Eurocoupe. et c'est il pas a le- été élu meilleur coach de C'est l'Eurocoupe. le meilleur coach de l'Eurocoupe, ça n'y a pas de souci. On a parlé déjà de la saison de Paris en Eurocoupe. Mais pour moi, c'est pas le meilleur coach de la Battle Elite parce qu'aujourd'hui, Paris a un rôle, une place où ils doivent être. Clairement, il fait une très bonne saison. C'est un coach génial, mais pour moi, Julien Mahé, dans le mérite sportif, dans la façon dont il a levé Saint-Quentin, il est au-dessus. Dans le sens où il a guidé une équipe de Pro B vers les playoffs de Battle Elite, ce qui est quand même exceptionnel en termes de standing. C'est un des meilleurs coachs du championnat et franchement, je pense que à la tête d'une équipe d'Euroleague la saison prochaine, comme Paris, ça va être incroyable. J'ai hâte de le voir. Je suis pas du tout en train de le critiquer, mais pour moi justement, il a eu son titre de coach of the year en Eurocoupe. Ça vient justifier parfaitement sa saison. Et pour moi, c'est Julien Mahé vraiment qui doit remporter au mérite vraiment ce trophée de coach of the year avec Saint-Quentin qui fait un boulot monstrueux depuis des années. Et honnêtement, j'en ai parlé dans mes coups de cœur sur ça, mais franchement, voilà quoi, voir Saint-Quentin en play-off, honnêtement, c'était sans doute beaucoup plus inattendu qu'une équipe comme le Portel, qu'une équipe comme Cholet, on ne sait pas encore si ça sera Cholet, mais enfin bref. Non, je suis bien d'accord avec toi, Julien Mahé. Respect, j'aime beaucoup la façon dont il voit le jeu, j'aime beaucoup la façon dont il s'adapte aussi. Il est capable de changer de plan de jeu, il est capable d'imposer son plan de jeu aussi. Enfin, c'est vraiment un coach qui vit pour le basket. Alors, tous les coachs vivent pour le basket, mais C'est surtout le futur sélectionneur de l'équipe de France. on va peut-être pas aller aussi loin, mais Ça. un peu dans la même dynamique, dans la même lignée. Moi, je trouve que Guillaume Vizade, ce genre de coach performant en Pro B, là, il est monté avec son équipe. Ça se trouve que Guillaume Vizade montera avec Vichy, mais bon, il va rejoindre Le Mans, on le sait. Mais voilà, ce genre de coach qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et qui sont vraiment performants, qui sont capables de faire de très belles choses. Donc, non, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit sur Julien Mahé. Et pour moi, c'est le coach de l'année en Battle Elite. Parfait. Bah écoutez, je pense qu'on a cet award qui est good. Ouais. Et on va passer à la suite. En réfléchissant, je pense qu'on peut d'abord annoncer notre MVP, vu que sachant que notre MVP sera dans notre 5 majeur. On peut Et faire ça sachant que vite. c'est le même en plus. Ouais, voilà, donc je pense qu'on a tous, on va tous être très unanimes sur
Ouais, Allez, un 3-2, on peut tous les citer. ouais, TJ Shorts. Franchement, ouais, voilà, hein, pas Moi, grand-chose. j'ai- Est-ce que c'est étonnant même, de toute façon, je vais pas te mentir. Hyper, Moi, hyper j'ai mis- efficace. J'avais mis Gauthier Denis. Ouais. Non, TJ Short, très 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 bonne saison. Franchement, Au point, à la passe, à la création, Ah, c'est- fort défenseur. les stats, 16,1 points, 6,7 passes, 18,5 d'évaluation, donc meilleur numéro 1 à l'éval, numéro 1 au scoring. Voilà. Non, pas numéro 1 à l'éval, c'est TJ Cooper numéro 1. Ouais. Numéro 2 à l'éval, numéro 1 au scoring et numéro 2 à la passe. Voilà, rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Franchement, Point Dans une équipe d'exclamation. Deuxième du championnat, MVP d'Eurocoupe aussi, franchement, il rafle tout. Je sais pas si vous avez vu la stat passée, c'est Shima Moneke qui avait fait un tweet en disant qu'il avait été, il a MVP en à peu près un an, il est MVP de la Bundesliga. avec la saison dernière et cette saison, quoi, Il est sur les MVP de deux. la Bundesliga, de la BCL, Ça, c'était l'année dernière. de l'Eurocoupe. Ça, c'est cette saison. Il a chopé d'autres titres en plus. Enfin bref, c'est aberrant. Il est en train de MVP tout de la rafler. finale aussi. Ouais, enfin, MVP de la finale de la Basketball Champions League, MVP de la finale d'Eurocoupe, MVP de la Leaders Cup. MVP de la Leaders Cup. Il a tout raflé. C'est exceptionnel. Franchement, c'est un joueur incroyable à avoir joué. Et honnêtement, franchement, le pur plaisir. Il fait des cartons tous les week-ends. C'est un mec qui a une vivacité incroyable, qui a un premier pas et une agressivité de ouf, qui sait passer le ballon, qui sait créer, qui défend pas trop mal pour son petit gabarit, je trouve. Ah ouais, non, c'est. Et qui a progressé surtout. Moi, je trouve au fur et à mesure de la saison, il s'est aussi libéré sur le shoot extérieur. Qui était une de ses faiblesses, le shoot à 3 points Qui était une de notamment, ses où on faiblesses, voyait ouais. souvent les défenseurs passer en dessous sur les écrans et il a pu sanctionner à certains moments, donc c'est vraiment un joueur en devenir. Et Et c'est un mec qui a de la good vibe, qui a de l'énergie et ouais. qui, franchement, qui donne et qui est plaisant à avoir joué en tout cas. Carrément. Voilà. On est unanime sur donc ça, TJ Short. il fera partie de notre 5 et après, bon, on a peut-être pas mal de, Ouais, de je pense que du similitudes. coup, à la main, on a tous mis TJ Short pour revenir. On passe sur le 5. Logique. TJ Short à la main. Bah, alors moi j'ai fait pas mal de meneurs, hein. J'ai un peu, Ouais, moi parce aussi. que j'ai un autre meneur en numéro 2, moi j'ai mis. En poste 2, vous ouais. avez mis qui fait Moi, en j'ai- poste 2. Enfin, c'est Deuxième joueur du 5, quoi, Ouais, on va deuxième dire. joueur Moi j'ai du mis, 5. moi j'ai mis Okobo. DJ Cooper, moi. Moi j'ai mis Eli Okobo. Et Yokobo. Ok, moi j'ai mis Justin Bibbins. Justin Bibbins. Attends, il y a du Cooper et il y a du Okobo. Et du Bibbins, ouais, bah Du Cooper Bibbins. parce Je pense que. venez, on termine tous, on fait tous nos extérieurs et après on fera nos intérieurs comme ça. Ah, c'est d'accord. Comme ça, c'est notre taki en 3, enfin en Bah, 3 entre guillemets. En fait, en 3, moi j'ai mis Zachary Zaché, mais c'est surtout compensé par le fait qu'il a gagné un joueur du mois. Mais effectivement, il n'a pas quand même validé. Il n'a pas validé. C'est pas l'un des meilleurs joueurs du 5 majeur, mais pour moi, pour rester dans cette structure d'un vrai 5, c'est le meilleur 3 possible, parce qu'effectivement, je trouve qu'au poste 3, Tyson Ward, il est largement au-dessus, mais il n'a pas prouvé plus que Risaché. Du coup, j'ai mis Risaché, mais si on partait sur le principe de Matisse, effectivement, je serais plus parti sur un meneur, donc Ouais, t'as respecté la loi du best 5 avec la ton loi équipe. d'un 5 majeur. Mais sinon, oui, je comprendrais très bien. Ouais, c'est vrai qu'en termes d'ailier, cette saison, il y en a plein. Enfin, il y a plein de mecs il y a plein de très bons pivots, il y a plein de très bons meneurs. Il y a des bons arrières avec Paul Lacombe potentiellement, mais c'est vrai qu'en pur ailier, je pense qu'il y en a deux qui méritent le best 5, tu as raison sur ça. Je vais un peu défendre ton choix, mais c'est vrai qu'il y a Zachary Rezaché ou Armel Traoré, je pense, qui peuvent jouer le best 5, ce qui est assez bizarre parce que c'est des jeunes joueurs français, Ouais. mais il n'y a pas vraiment un ailier de Pas forcément bizarre, hein. Ouais, mais oui, non, ils sont très bons. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est pas dans les attentes Ouais, bien sûr. numéro 1. Mais nous, on a opté pour autre chose. Toi, t'as dit que t'avais mis DJ Cooper, ouais, alors. DJ Cooper et t'as En troisième joueur, j'ai Mike James, moi. Ok, et moi, juste pour énumérer, j'ai Bibbins et Eli Okobo. Je te rejoins sur Ouais. ça, on aura le temps d'en parler après. Je pense. Ouais, alors moi pour revenir sur Moi, DJ Cooper, ouais, moi, c'est la question, parce que Rohan est quand même. voilà, c'est plus sur la performance individuelle parce que je pars du principe que, alors certes, souvent on dit dans les 5 majeurs, c'est dans les meilleurs joueurs des meilleures équipes, mais il fait quand même une saison exceptionnelle à la passe, plus de 11 passes de moyenne, c'est dans les records de l'histoire de la Belgique Elite. C'est pour ça en fait, moi j'ai envie quand même de mettre en avant. C'est une saison historique. Alors il arrive en cours de saison, mais il a joué plus de 20-25 matchs, donc il va rentrer dans l'éligibilité pour être dans le 5 majeur. Ce qui me dérange, c'est son plus-minus, mais ça va avec la forme de l'équipe. Il a -6 de plus-minus. Mais c'est pour ça qu'en fait, je retiens sa capacité de créer pour les autres. Il a fait un match à plus de 20 passes DS ou dans les alentours. Il est donc meilleur à l'éval, tu l'as dit. C'est pour ça que moi, j'ai envie de le mettre en avant. Ouais, ok, ouais, non, mais c'est clair qu'il fait une saison incroyable. C'est vraiment un très bon joueur. Sans doute un des meilleurs passeurs de l'histoire de l'LNB. Je me permets les termes parce qu'à chaque fois qu'il joue une saison, que ce soit à Chalon, etc., il est monstrueux, à plus de 10 passes de moyenne. Je viens de penser à un petit truc, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais en ailier, qui est très bon dans le championnat de France, on a aussi Sekou Doumbouya, mais qui n'est pas éligible encore au Il est stade. arrivé en cours de Ouais, saison. sinon, on y avait pensé, Parce que, effectivement. ouais, qui est meilleur score du championnat techniquement.
et meilleure évaluation du championnat techniquement, qui a encore mis 28 points hier. Donc c'est... Voilà, mais TJ Cooper, je comprends. Après, moi, je trouve que dans le 5 majeur, il y a quand même un mérite sportif en termes de victoire. Et je trouve que Rohan est trop éloigné pour pouvoir mettre un joueur comme ça. Mais c'est pour ça moi, que j'ai mis Mike James en 3. Alors, Okobo, je comprends un peu le profil. Il a moins d'éval, James, qu'Okobo. Il a moins joué en Betclic Elite, tout simplement. Mais quand j'ai regardé les matchs de Monaco, en Betclic Elite, j'ai vu vraiment Mike James prendre le dessus, porter l'équipe dans les moments importants. Il joue pas tout le temps, mais moi, quand je l'ai vu jouer, j'ai été franchement pas subjugué, mais voilà, on sent tout le talent qu'il a. Je parle des matchs que j'ai vus. Et aussi, je pense que, alors là, c'est plus un choix de ce qui va arriver aussi, c'est qu'il est populaire, c'est le visage du championnat, et donc il y a moyen qu'il ait aussi sa place par rapport à la saison qu'il fait en Euroleague, parce qu'il va très probablement être MVP d'Euroleague. Tu joues vraiment la carte du mérite sportif, dans ce cas, enfin du mérite sur la saison. Oui, bien sûr. Honnêtement, Mike James, il fait une super saison en Euroleague. Il n'y a pas à dire sur ça. Mais en Betclic Elite, je suis désolé, mais pour moi, il est Okobo exceptionnel. Il est beaucoup trop sous-coté sur cette saison-là, parce qu'il est quand même à 13,3 points. C'est la meilleure éval de la meilleure équipe. Je ne vois pas comment on peut. Enfin, tu peux mettre Mike James qui a une moins bonne éval que Okobo. En starter, après, je comprends la loi de la popularité. Je pense que ça va jouer énormément sur ça aussi, parce que c'est un joueur qui est populaire dans le championnat. Mais honnêtement, moi, ça me ferait chier de voir Mike James dans le 5 majeur. Alors qu'Okobo fait une saison exceptionnelle comme ça, que c'est un vrai leader, un vrai patron. Il est patron aussi en playoff là, contre Fenerbahçe. Et je sais pas si c'est toi, enfin, Giulio, comment tu justifies aussi ton choix d'Okobo? Bah, moi, Okobo, c'est parce qu'effectivement, déjà j'ai vu ses pourcentages, c'est impressionnant. Il shoot à 57%, 39 et je crois 84. Mais oui, je trouve que Mike James, en fait, c'est l'Euroleague. Si on peut revenir par exemple sur le principe du coach de l'année, je peux comprendre votre aspect de Tomao. Putain, je vais l'avoir. Isalo est coach de l'Euroleague, et bah, je trouve que Mike James est dans les calibres de MVP de l'Euroleague, mais pas de la LNB. Du coup, effectivement, par contre, je suis assez d'accord avec toi sur c'est la tête de la ligue, il est populaire, du coup, je pense qu'il va être élu. Mais par contre, moi, sportivement, je peux pas me permettre de le mettre, pardon. Non, mais moi je comprends. Alors, je vais peut-être justifier mon dernier choix, du coup, parce qu'on est des 5 majeurs quand même très différents. Moi, j'ai mis Justin Bibbins, parce que c'est un meneur qui est tout simplement 5ème du championnat. C'est le 3ème meilleur scoreur du championnat. Donc derrière notamment TJ Short et Nadir Effi, je crois. Si j'ai pas de... Nadir Effi passé un peu en dessous là. Thompson, non, il y est pas. Ouais, je sais pas, mais. Ou c'est Cooper? Non, pas Cooper. Non, pas Cooper. Cooper, il est à 10. Bref, 3ème. Bref, c'est le 3ème score du championnat. Dans le top 5 en tout cas. C'est le 8ème à l'Eval, 9ème à l'Eval. Dans l'équipe qui est 5ème du championnat, pour moi, il est à sa place. Il y a plein de meilleurs arrière, mais contrairement à Cooper, tu vois, moi j'ai privilégié un peu plus le choix de la victoire sportive. Cooper se justifie tout autant sur la saison. Donc on a fait des choix aussi différents, je pense, en fonction de nos standards de classement, mais tous nos joueurs sont justifiés en soi. Enfin, il n'y a pas de dinguerie un peu de folle. Et puis choix différents, sauf pour le poste 4 et 5 là. En tout cas, nos deux intérieurs qui vont suivre. On a tous pareil ou pas? Ouais, on a un peu discuté avant. Shevon Thompson et Bastien Vautier. Shevon Thompson et Bastien Vautier, 2-5, qui sont là. Je pense qu'est-ce qu'il faut rajouter? Ouais, c'est ça. Bah, on en a pas parlé Vautier avec Giulio tout à l'heure sur le portel. Il est impressionnant, il continue sur sa lancée en Pro B. Être si fort pour en arrivant de Pro B, c'est costaud. 18,1 d'évaluation, une équipe qualifiée en playoff. Très adroit, il a un pourcentage vraiment intéressant. Donc, ouais, non, Bastien Vautier. Un vrai pivot à l'ancienne. Ouais, vraiment, des moves. Pour le coup, 72% de réussite au tir, j'ai noté. Ah, mais c'est exceptionnel. Il a fait le step aussi très bien, lui, pour le coup. Très bon rebondeur. Comme Shevon Thompson, de toute façon, les deux. Thompson, exactement. Et lui, il est responsable pour le coup de la qualification du portel en playoff. Et c'est un joueur qui s'impose vraiment comme un vrai joueur du championnat de France. Et pour moi, sur cette saison de Betclic Elite, ça a été le meilleur pivot du championnat. Oui, Shevon Thompson qui est très très bien débuté, qui a été blessé, donc c'est pour ça que moi je l'ai mis aussi, mais voilà, j'ai préféré mettre en avant Vautier, qui est numéro 1 au rebond, il me semble, qui score aussi. Donc voilà, très complet. Il a été l'atout majeur avec Frank Mason du très bon début de saison de Nancy. Quand il s'est blessé, ça allait beaucoup moins bien. Donc ça prouve aussi que c'est un joueur hyper important de l'effectif du SLUC. Je pense que s'il y avait un trophée de MIP, on pourrait le donner à Shevon Thompson parce que la saison dernière avec Foss, on le trouvait un petit peu, moi je le trouvais un peu en dessous, en coup-ci-coup-ça, pas forcément un pivot dominant. La Ligue et Nancy allait le récupérer un petit peu comme ça. Et on a fait un pivot qui est aujourd'hui exceptionnel, impactant. Hier, je ne sais plus contre qui Nancy jouait, mais il était contre Rouen, c'est ça. Contre Rouen, et il était à 7 points, 7 rebonds dans le premier quart-temps.
C'est un mec qui domine clairement dans la peinture, qui a vraiment beaucoup d'impact et qui fait une très très bonne saison. Comme quoi, l'impact d'un joueur étranger ne peut pas se limiter à une saison en championnat. Et franchement, il a su vraiment bien relever la tête. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il est très bon. Il a un petit jump shoot à mi-distance maintenant. Très bon joueur sur pick and roll. Voilà, pour moi 19 d'évaluation. Pour moi, c'est pareil, c'est 5 majeurs. Il y a eu quelques hésitations, je ne vais pas vous mentir, de mon côté avec Neil Sako, Youssouf Afal, Yanis Morin. Voilà, les 3 pivots qui font partie du top évaluation. Mais bon, il est quand même un petit peu au-dessus chez Evan Thompson. Je sais pas. Totalement d'accord. Thompson note surtout pour son début de saison. Effectivement, c'était quand même impressionnant au début de saison. Je crois que Nancy, c'était en fonction de la forme de Thompson, quoi. C'est effectivement, comme tu l'as dit, ils sont bons quand il est bon, et puis quand il est pas là, c'est compliqué. Bon, Vautier, pour moi, logique, on en a déjà parlé avec sur mon petit essai sur le portail, on va dire, mais effectivement, je trouve que les deux méritent largement. Mais oui, comme tu l'as dit, Neil Sako aussi aurait très bien pu l'être si, par exemple, Evan Thompson n'aurait pas repris la saison. Mais voilà. Écoutez, on est bon, je crois qu'on a fait tous nos Yep. awards. On peut faire juste un petit récap des starting five parce qu'on a un peu parlé de tout ça un peu en mode boulette point. Donc je pense que on réunimère tous nos starting five comme ça, les gens les ont bien en tête. Je vous laisse démarrer, Julio. TJ Short, Elio Kobo, Zachary Gachet, Bastien Vautier et Evan Thompson. TJ Shorts, Mike James, DJ Cooper, Bastien Vautier, Evan Thompson. Et moi, du coup, TJ Short, Justin Bibbins, Elio Kobo. Et on a à l'intérieur, pareil, la doublette Thompson et Vautier. Exactement, voilà. Et écoutez, on a terminé sur notre partie Betclic Elite, messieurs. Petit quiz. On s'est bien régalé. Et il y a le petit quiz, petit bilan qui sera animé par Moi-même. Mathis, exactement. Si je dis pas de bêtises, on va récupérer nos petites tablettes. On a investi dans une petite trousse pour nos créer, c'est pratique. Tac. Et on va petit rappel des scores quand même, parce que ça s'est resserré un petit peu les taux sur les derniers épisodes. 3-2-1, c'est ça? 3-2-1, c'est ça. 3 pour Yanis. 3 victoires pour moi, 2 victoires pour Mathis. Et une pour Julio. Et une pour Julio. Et j'ai fait un truc très impoli, c'est que je me suis présenté en premier en termes de victoires, ce qui est très peu poli. Ah, t'es le premier, on va dire, du Ouais, classement. oui. Mais j'ai démarré avec 3-0, donc ça veut dire que je suis pas en très grande forme en ce moment. Et la très grande forme, elle est à ma droite. Donc, Ouais. Après, j'ai gagné la dernière manche, je crois. il a gagné la dernière manche. C'est le quiz de draft que tu as gagné. Oui, Ouais, possible. Draft NBA, c'est ça. Ouais, Tu possible. m'as battu sur la question. Ouais. Sur Pogazol. Sur Pogazol, exactement. Bon, allez, Exactement. on est parti. Allez, on est parti. Quelles sont les deux équipes en tête du palmarès de la première division française? Ah oui, parce qu'on n'a pas rappelé, mais le quiz est sur Betclic Elite. Attends, 2 équipes en tête du palmarès en termes de nombre de trophées gagnés. Bah, de la première division. Ouais. Donc de Pro A, Betclic Elite, JP Elite, tout confondu, quoi. Ouais. Les deux équipes en tête. Je crois qu'on a mis la même chose. Asvel Limoges. C'est un sans faute. 21 titres pour l'Asvel, 11 pour Limoges. Ok. Les deux sont en tête. Bien joué, les gars. Un point chacun pour cette première question. Asvel Limoges. Alors j'ai eu un petit coup de chaud quand même de me tromper. Non, c'est bien joué. Non, serein. Pour la deuxième question, quel Français a reçu le plus de titres de MVP du championnat? Alors, on rappelle à l'époque, il y a eu un moment où c'était MVP français et MVP étranger, et après il y a eu MVP tout court. Là, je vous demande quel Français a reçu le plus de titres de MVP, donc que ce soit MVP français ou MVP tout court. Lequel Français est en tête? J'en ai un, mais. Ouais, moi je pense que. Oh non, je vais mettre n'importe quoi, c'est sûr. Je te laisse donner ta réponse, Yanis. Moi, j'ai pas mis lui. Rigaudot Moi j'ai d'autres du Buisson. Alors, il y a une bonne réponse sur les Rigaudot. deux, et c'est Antoine Rigaudot. Il est fort. Je crois qu'il en a 3. Il en a 5, Ah, merde. entre 91 et 96, notamment avec Cholet principalement. Excuse. Donc bien joué, Julio, deuxième point qui prend la tête dans ce classement. Au flair. Pas mal. Aïe. Ouais, bien joué Aïe, 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 cette Je me trompe. réponse sur Antoine Rigaudot. Troisième question, pareil, on reste un peu dans l'historique, en tout cas dans des équipes qui sont plus en première division à l'heure actuelle. Je veux que vous me citiez une équipe, donc je vous l'ai dit, qui n'est plus à l'heure actuelle en Betclic Elite, qui a remporté 3 titres ou plus de première division historiquement. Une formation, je veux une équipe qui dans son histoire a gagné plus que 3 fois la Pro A ou la Betclic Elite ou la JP Elite et qui est à l'heure actuelle pas en première division. Oui, j'en ai un, mais les culs. La réponse de Yanis, tu peux la montrer sans la dire. Je suis vraiment pas sûr, j'ai très mal écrit en plus. Laisse-moi le temps de réfléchir. Je pense que tu peux Il la y en a montrer. plusieurs ou pas? Ouais, il y en a plusieurs. C'est pour ça que j'ai dit une seule parce que c'est pas la seule qui J'en ai existe. 2, ça se tape avec 2.
Mais je vais en mettre qu'une. De toute façon, la réponse, elle est donnée. La réponse, elle est donnée, elle ne sera pas changée. Allez, Julio, 10 secondes. Ouais, j'en ai un, mais bon. Ouais, t'as mis le même, je crois. Vous avez tous les deux mis Orléans. Et Orléans n'est pas dans ce classement. Je suis un peu étonné que vous ne l'ayez pas celui-là, parce qu'il y a Pau, Punaise! Ah ouais, bah qui est en ouais. Pro B maintenant Ah ouais, et qui est tu quand vois. même. En plus, je commençais à faire les clubs de pro et dans ma tête, je me suis arrêté. Je fais La Rochelle, Vichy. Un Pau qui est quand même un historique qui est, Attends, je crois, que attends, troisième ouais. de liste Ouais, dans le palmarès avec 9 titres, qui est quand même l'historique avec Limoges, le Ah. derby, le classico. Moi, Enfin, pas le derby, le classico. J'avais une petite interrogation sur Boulogne-sur-Mer. Et alors, non, les deux autres équipes après Pau, c'est Antibes et Mulhouse. C'est plus récent. Clairement Mulhouse, logique. Mulhouse, c'est dans les années 1930, c'était au tout début, ils ont gagné 7 titres. J'aurais pas eu Antibes, clairement. Oh là là. Oh, Pau, Donc mais on en oui. reste à 2-1. Avant-dernière question. Citez-moi 8 noms de salles de Betclic Elite, les Oh, salles. non, facile. T'es fou, j'en ai même pas eu, Nico. Pas obligé d'écrire parce que ça peut être long, juste je veux que vous me les citiez. On les cite. Et comme Julio en a moins, enfin, Mec, On moi, fait, c'est. pourquoi on fait pas le jeu une chacun. On en cite une chacun notre tour. Mm. Et, Celui qui en a plus, Mec, voilà, c'est pas Gaston mal. Messin, Gaston Messin. Ok. Celui qui en a plus, il perd. Gaston Médecin, Il a dit Gaston Médecin. Louis II. Bah non. Mec. Louis II. Ah, Gaston Médecin, c'est Monaco. Ah, j'ai gagné! Louis II, c'est le stade de foot. J'ai gagné! J'ai gagné, mec, alors que je connais que Gaston Messin. Marcel Sard. Non, je peux pas perdre sur. Non, Ah. non, j'attendais les frères. J'ai toutes les salles de championnat. Bah de je France. sais bien, mais t'as pas celle de Monaco. Parce que t'as même pas. Bon allez, Bon, allez, On j'ai va gagné voir. le point, mais on le laisse vas-y, parler. on peut continuer un peu. Marcel Cerdan. Continue. T'en as aucun d'autre? Non, franchement. Cholet, tu connais Cholet. La Méret, mais. Voilà. La Tu Méret. connais le Mans. Plantares. Equinox. Ouais. Blanc. Le jeu de paume. La Alvacheresse à Roanne. Attends, mais je peux tout. En fait, je peux toutes les faire. Sportica anciennement, Moi, je qui peux n'est toutes- plus je à peux toutes les- Dunkerque. Je peux toutes les faire. Sportica. Tac, tac. On a fait Vacheresse à Roanne. Ouais. On a fait Marcel Cerdan. Nanterre, tu as dit Nanterre, Maurice c'est Thorez. pas le Sport Maurice Thorez. La LDLC Arena. Gaston Médecin, on l'a dit. Gaston Médecin, on a dit. Strasbourg, Adidas. Strasbourg, le Rhenus. le Colisée à Le Chalon. Colisée à Chalon. Pierre Rat Enfin, à bref, Saint-Quentin. putain, je suis dégoûté. Al Carpentier. Eh bah non. Non, c'est fini là, le Carpentier. Maintenant, on n'a même pas dit Adidas Ouais, Arena. Adidas Arena. Bah écoutez, je suis désolé Yanis, mais c'est le point pour Oh, Julio. Hein. oh, Je suis obligé de donner le point à Julio, là, tu J'ai t'es perdu le trompé. quiz, là, sur ça. 3-1. Ouais, 3-1. Il reste une dernière question quand même, mais du coup Julio va remporter le quiz. Ouais, c'est une petite erreur d'inattention, Yanis, un petit Il y a peu de 3. précipitation. Il reste une C'est question. grave, Oui. c'est parce qu'il y a la Ligue des Champions ce soir, donc je suis Ah. juste sur le foot. Bon, c'est- Quelles étaient les équipes qui sont descendues l'année dernière et celles qui sont montées de Pro B? Je veux les deux promus de Pro B, on en a parlé dans le Je mets de la crêpe podcast. partout, moi, je fais. Et les deux équipes qui sont descendues de Betclic Elite. C'est un petit topo sur la saison dernière. Je vous écoute pour cette dernière question du quiz qui, vous l'avez compris, ne changera pas l'issue de ce quiz remporté par Julio. Et j'espère un petit 100%, 4 équipes à me donner. Ouais, 100% pour Yanis. 100%. Oui, Il t'en manque combien? Un. Une équipe de promu? Laissez-moi réfléchir. Tu peux dire ceux que Julio a déjà mis. Moi je mise. Bon, Il a mis Saint-Quentin. Feu-sur-Mer, Champagne Basket. Champagne basket. Ça y Ouais. était, non? Ouais. Non. Non? Ouais. Chalon-Reims, s'y était pas? Non. Bah, ils sont toujours en Pro B et ils étaient déjà. C'est faux, mec. Ah oui, mec, je suis C'est trop Pau con. justement qui est descendu. De toute Voilà, façon, donc j'ai Fos et j'ai Pau. gagné, je m'en fiche. Et c'était bien Saint-Quentin, on en a parlé. Et Chalon, la dernière équipe qui est montée. Oui, Chalon Chalon. et Saint-Quentin sont montés. Et donc Fos et Pau sont descendus Voilà, de. je perds le quiz, voilà, il y avait presque Ah, mais- égalité. Je perds le quiz. sur ça, 3-2 hein, donc, 3-2 Sur pour, Louis Julio. Et Julio recolle avec moi au classement des quiz. Ouais. 2-2. Et donc Yanis, tu restes à 3 après Sachant cette qu'il défaite. reste un quiz entre nous deux. hein, Ouais, voilà. c'est ça, pour conclure l'épisode. Tac. Donc, 3-2, putain, il est bien sévère, c'était sympa. On est de retour pour les actus. Je vais refaire son épisode. C'est le moment où on va passer tranquillement aux actualités. Chacun va énumérer une actualité. On va pas forcément débattre, c'est plus le petit passage où chacun donne sa petite info. Je pense que Mathis, tu peux démarrer tranquillement. Yes, moi je vais vous parler de la nouvelle formule de la LNB qui commencera dès la saison prochaine. Pas mal de petits changements à noter, donc ça peut être intéressant de vous les présenter. Tout d'abord, la création d'une nouvelle compétition donc pour septembre 2025. Donc c'est pas pour la saison prochaine, parce que la saison prochaine ce sera 2024-2025, mais donc pour la saison 2025-2026, où la LNB organisera un tournoi de lancement de saison
avec le champion de France de Betclic Elite, le vainqueur de la Leaders Cup, le vainqueur de la Coupe de France et le champion de France Pro B. Petit tournoi d'avant-saison, peut être sympathique de voir ces différentes équipes se rencontrer. Alors je ne sais pas comment ça se passe si le champion de France est aussi vainqueur de la Leaders Cup et aussi vainqueur de la Coupe de France. C'est vrai que c'est une bonne question. À voir comment ça se passera. En tout cas, voilà la première nouveauté annoncée pour cette nouvelle formule. Ensuite, concernant le championnat de France, ça par contre, ça sera dès la saison prochaine, dès 2024. Il y aura l'instauration d'un play-in avec 10 équipes qui vont participer aux phases finales, entre guillemets. Les 6 premières qui sont directement qualifiées pour les playoffs. Et donc les équipes classées de 7 à 10 qui feront le play-in comme en NBA, comme en Euroleague. Vous commencez à en avoir l'habitude. En Pro B, ça change aussi avec une nouvelle formule de la Leaders Cup. C'est à l'issue de la phase aller, les 4 premiers s'affronteront sous forme de demi-finale aller-retour. Et les 2 clubs vainqueurs des demi-finales s'affronteront, comme d'habitude, sur le lieu principal de la Leaders Cup. Voilà, ça change. C'est plus en début de saison comme à chaque fois. Ça évolue dans le temps. Et enfin, il y a une nouvelle formule aussi pour les playoffs d'accession en Pro B, puisque le 15e de Betclic Elite va rejoindre les playoffs de Pro B. Ok. Donc ça a fait beaucoup grincer, surtout en Pro B, parce que du coup le 15e arrive en playoff avec le 5e spot de la saison régulière de Pro B. Donc Pas d'avantage de terrain. dernière équipe avec l'avantage du terrain. Ça a été beaucoup débattu, parce qu'on le rappelle, Oui. hein, le premier monte directement avec l'égalité, et donc les playoffs ça va du 2 au 9e. Donc voilà, c'est le 15e qui entre dans les playoffs, et il y aura aussi un play-in en Pro B, tout comme en Betclic Elite. Et juste pour revenir sur le tournoi de début saison, c'est à vérifier si c'est en 2024 ou 2025. J'avais noté 2025, mais il me semble que c'était pour le début de saison 2024. À vérifier, en tout cas voilà, c'est un nouveau tournoi qui va prochainement arriver. Ça bouge pas mal. Voilà, vous savez tout sur la petite réforme, des petites nouvelles formules qui ont été annoncées par la LNB là, il y a de cela un petit mois. Je pense que c'est bien, ça fait un petit éclaircissement pour tout le monde parce que c'est vrai que c'était pas simple à comprendre. Il y a eu beaucoup de changements d'un coup d'un seul, donc comment vous avez tout de bien résumé. Merci beaucoup Mathis. Moi je vais continuer avec ma petite news et on terminera avec le G Parfait. pour la fin. Moi, c'est une news qui concerne un petit peu le dernier podcast, puisqu'on on avait fait notre preview de la finale de Eurocoupe entre Paris et Bourg. Et qu'il faut le dire, Paris remporte l'Eurocoupe. C'est la première équipe française à la remporter depuis Monaco en 2021, qui était la seule, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Paris a remporté le match 1 assez largement à domicile, sur le score de 77 à 64. Et on a eu un match 2 avec une physionomie totalement différente, à Equinox justement, où Bourg a pas mal mené en première mi-temps, et au final Paris a su maîtriser la deuxième mi-temps et s'est imposé sur le score de 89 à 81, donc champion en 2 matchs, 2-0. Bourg n'a pas eu l'occasion de remporter une seule rencontre. Le MVP des finales, c'est TJ Short, on en a parlé tout à l'heure, 18,5 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes et surtout 20 d'évaluation. Voilà, une finale très très complète. MVP des finales, il a été aussi MVP de la saison régulière. Ouais, MVP de la saison régulière aussi. Tu l'as noté, je crois, le bilan, le une bilan, seule défaite. Ça, je voulais en parler, justement, c'est ça le truc, c'est que Paris a surdominé cette saison d'Eurocoupe. C'est une des saisons les plus exceptionnelles en Eurocoupe. 22 victoires, une défaite. Mérité la victoire. C'est de la surdomination, tout simplement, pure et dure. La place en Euroleague, pour le coup, est bien décrochée. Et honnêtement, il n'y a pas de meilleur vainqueur qu'une équipe qui a remporté presque l'intégralité des matchs de la saison. Bravo à Bourg aussi pour le parcours qu'ils ont fait. On a eu une belle finale, en tout cas, entre deux cadors français. Et on va se régaler. Je pense que ça fait du bien aussi pour la France de voir Paris en Euroleague la saison prochaine. Voilà pour le petit bilan de ça. Et ben moi, pour terminer nos 3 petites actus, j'ai parlé du Final Four de BCL, Basketball Champions League. Et effectivement, on s'est retrouvé à la Stark Arena dans un Final Four constitué de 3 équipes espagnoles, qui a été remporté par Malaga, si je ne dis pas de bêtises, l'Unicha de Malaga. Et qui ont remporté contre Tenerife de Kyle Guy, ancien joueur NBA qui joue à Virginia. Et effectivement, grosse performance de Malaga qui, il y a 3 ans, s'était retiré de l'Euroleague et qui maintenant a une base assez concrète. Et ce qui, même le projet de cette équipe est de se relancer en BCL. Et effectivement, victoire logique du moins. On notera que le champion de l'année passée a été éliminé en quart de finale. Et donc effectivement, voilà, c'était un Final Four assez intéressant. Mais du moins avec une visibilité très faible. On notera que c'est pas inaperçu. il n'y a que
5000 spectateurs, je crois, dans une salle de 20 000 pour la finale. Même en termes de diffuseurs, c'était sur DAZN France, je crois. Donc, Ouais. C'était donc effectivement quelques questionnements autour de ce format. Et apparemment, il y a une discussion entre un possible fusion ça, entre l'Eurocup et la BCL. Après, c'est aussi un pari, je pense, pour la salle, c'est que s'il y a une équipe turque dans la finale, elle est pleine, la salle. Si jamais il y en avait une en finale. Stark Arena, je crois que c'est à Belgrade. C'est une équipe j'ai serbe. confondu avec. Petit point. My bad. Mais s'il y a ambiance, une hein, équipe que ce serbe soit, en finale, c'est je pense que pareil. la salle est pleine à craquer. Et donc voilà, c'est aussi un pari à prendre du côté des instances qui décident qui prennent ce genre de décision. Mais effectivement, ça fait un peu bizarre d'avoir 5000 personnes dans une si grande salle. Et ce qu'il faut noter surtout, c'est qu'en BCL, au final, le classement, tu l'as dit, Malaga a gagné. Tenerife a fini deuxième et le troisième c'est Murcie. Donc ça fait Trois Espagnols. triplé espagnol. Et Peristeri de Spanoulis Kojulane derrière. C'est ça. Ouais, non, c'était un bel événement, mine de rien, parce qu'il y a eu des belles confrontations. Mais bon, t'as parfaitement résumé la chose. Médiatisez-nous cette putain de basketball Champions League. On a besoin de la voir aussi, on a besoin de se régaler. Tac, je pense qu'on a fini pour nos news. Voilà les petites infos des dernières semaines. On va pouvoir passer sur le deuxième sujet, un petit peu plus court, je pense, tranquillement, puisqu'on va résumer tout simplement ce week-end de Coupe de France, dans lequel on avait par section, c'est-à-dire qu'on va faire la section semi-professionnelle, sans manquer de respect à la Nationale 2. À toutes les équipes engagées, c'est juste que voilà, ce sont des joueurs qui ne sont pas sous contrat professionnel, donc c'est moi qui ai un peu. Je crois que c'est le bon terme. Ensuite, on va parler des jeunes, des U18 et on parlera des professionnels. Et il me semble que c'est peut-être même amateur. Non, N2 semi. Non, mais la façon dont ils appellent la Coupe de France, parce qu'il y a aussi ça amateur, mais bon, parce qu'il y a aussi les N3 qui peuvent jouer, tout ça. Donc, R1 aussi. Ouais, amateur, je trouve que c'est un petit peu plus. Moi, oui, préfère mettre. On s'est compris. Voilà, exactement. Enfin bref. Pour résumer, je pense qu'on peut résumer, puis on parlera de chacun son petit mot sur les confrontations. En féminin, du coup, dans la section amateur semi-pro. On a vu l'affrontement entre Alençon et Monaco, victoire de Alençon sur le score de 84-65 avec Lisa Cluzo qui a terminé à MVP. Il n'y a pas eu vraiment de match. On a vu Monaco, je crois, mener au premier quart-temps. À la mi-temps, ils étaient devant. À la mi-temps devant, pardon, et carrément. Et seconde mi-temps exceptionnelle de Alençon qui l'emporte. Alençon qui joue en nationale féminine 2, si je dis pas de bêtises. Oui, 2. Un petit mot sur Lisa Cluzo, que moi j'avais eu l'opportunité de voir jouer il me semble que c'était il y a 2 saisons à Mondeville, parce que Mondeville, bon, sans spoiler la suite, qui a aussi gagné cette année les U18, mais qui gagne très très souvent les Coupes de France féminines U18. Vraiment, ils sont un gros centre de formation. ultra performants. Très gros Elle jouait avec Mondeville. Je suis pas sûr qu'elle ait été MVP. Je crois que c'était Lou Bobst qui à Tarbes, qui est à Tarbes en pro maintenant. Mais elle faisait partie de cet effectif. Elle était la capitaine, il me semble. Elle a fait les équipes de France jeunes. Pour lancer sa carrière, elle est allée à Alençon. Et très intéressant de la retrouver à Bercy, parce que pour suivre un peu les week-ends de Coupe de France comme ça, c'est toujours sympa. Je m'en souviens, quand je l'ai vu avoir ce trophée de MVP, je l'ai revu gagner aussi il y a 2 ans avec Mondeville en U18. Un petit mot sur la finale féminine Ouais, juste que dire qu'effectivement, Alençon arrive à battre Monaco, qui avait gagné une édition il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, belle performance à elle. Et je crois qu'elle joue la montée, ou du moins, j'avais vu que dans l'une des stories des joueurs sur Instagram, elle disait que le travail n'est pas fini. Donc effectivement, je crois que c'est une possible montée pour Alençon à jouer. Et je crois que Monaco aussi joue la montée, si je dis pas de conneries. Oui, Monaco, ça joue souvent la montée en tout cas. Les deux sont de très gros clubs de National 2 féminine. Donc voilà, ça fait une belle finale filles aussi. En hommes, du coup, on a eu Gravenchon contre Fougères. Gravenchon qui s'est un peu hissé en dernière minute, puisqu'ils ont fait un parcours assez extraordinaire pour arriver en finale à Bercy. Fougères, pays de Fougères, le classique. Troisième victoire. Troisième finale consécutive. Troisième finale consécutive, pardon. Exactement. Troisième victoire. Ouais, c'est encore plus incroyable, quoi. C'est triple tenant du titre. Triple tenant du titre en N2, c'est tout simplement incroyable, alors que c'est pas une équipe qui non plus est au top du classement en N2. Voilà, ils vont faire les playoffs cette année quand même. Ils sont bons, mais c'est pas l'équipe qui surnage en N2. Et à noter du coup Maxime Choplin MVP pour la 2e année consécutive. Ouais, le petit gaucher meneur intéressant. Et après, quand même, à noter que côté Gravenchon, Matteo Coé, je suppose. Points à la mi-temps pour Matteo Coé. Moi, j'ai eu la chance. Gravenchon était devant à la mi-temps, il faut préciser aussi. Hein. Ils sont remontés dans la deuxième mi-temps. Moi, j'ai eu la chance de commenter Matteo Coé cette saison parce qu'il joue aussi en Pro B avec Rouen. Donc, il a fait l'équipe de France 3-3 en jeune aussi, je crois. Il est 23. Donc, j'ai eu la chance de voir ce joueur. Et même en Pro B, il avait été bon, franchement, contre Lille. Il avait fait un gros match avec Rouen. Il met ses shoots. Et donc, le voir dominer. Aux yeux un peu de tout le monde, ça m'étonne pas à ce niveau-là en N2. Il fait une grosse saison en N2 et il faut noter dans l'effectif de Gravenchon qu'il y a la présence de
de Mr. King. Sean joueur King, à- ouais. Sean King, adepte du championnat Pro A et voilà, qui est Fin de présent, carrière en qui N2, termine c'est pas mal. Sa carrière en N2, franchement, c'est pas mal. Ouais. Un petit mot aussi sur ce match-là. Pays de Fougères qui ultra domine cette compétition, mais pas du moins le match. Non, il gagne d'un point à l'arrivée. Et hein. effectivement, moi Ouais. je regardais. Mais c'est pareil, attends, je te coupe, hein, mais l'année dernière, c'est pareil, il domine pas le match, il gagne, Ouais. il gagne en la. Je crois qu'il gagne d'un point aussi, ou de Et- deux. et l'année je dernière. sais pas, il y a trop, la première année Ils ont gagné en prolonge, Il je gagne crois. pas au game winner Ouais, Au buzzer, un enfin, truc comme ça. c'est souvent Ouais. serré en tout cas. En tout cas, ouais, c'est une équipe qui marche plutôt bien dans ce type de compétition. Et puis dédicace aux supporters, hein, qui sont venus en nombre. Incroyable. À Les chaque fois, Bretons, il y a là, une- ouais, ça, de se déplacer, une ambiance aussi folle pour une équipe de N2, c'est super Ouais. cool à voir. Voilà, ça met aussi en avant le basket amateur, semi-pro, on Ouais. l'appelle comme on voudra, mais c'est plaisir de voir que même pour ces Il y a du équipes-là, monde. il y a du monde derrière. Il y a du monde. C'est super chouette. Voilà. Mais voilà, en tout cas, Pays de Fougères, maintenant à vous de faire le quatrième, ce qui est une performance incroyable, 3 de suite en tout cas en Coupe de France, dans ce monde semi-professionnel. Voilà, pour résumer ces résultats du monde semi-professionnel, je pense qu'on peut passer. En plus, il y a des noms qu'on connaît pas mal, on en a parlé justement, donc c'est ce qui est assez cool aussi de retrouver quelques petits noms. On peut passer chez les jeunes en U18 et on démarrer avec galanterie par les filles justement, où C'est on a pas parlé de. U17 C'est Non, c'est U18, c'est U18 pas chez les U18, filles. c'était U17 l'année dernière. Bah, chez les gars, c'est U17, c'est sûr. hein. U17 chez les C'est- gars, c'est- sûr. C'est U17, c'est Et non, c'est pas- U18 chez les filles, je crois. c'est pas passé. Non, oui, c'est pas U17, c'est U18 chez les filles et U17 chez les Ah, gars. ok. En tout cas, les crois gars, que c'est c'est sûr ça. que c'est j'en suis Les sûr et gars, c'est certain. U17, Ouais. sûr. Je suis sûr aussi. U17, oui, non, oui, bah, ça j'en suis sûr aussi, c'est que de la génération 2007. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, il n'y a aucun mec de 2006 qui a joué le Non, 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 ça Oui, c'est il y avait sûr. pas, sinon il y aurait des Johan Sissoko, des mecs comme ça. Ouais, non, c'est sûr. Donc, C'est pas... ouais, non, il n'y a pas de. C'est U17 chez les gars et U18 chez les filles. Mais du coup, en U18 chez les filles, on a Mondeville qui l'a encore emporté contre l'AS Montpellier. Encore une victoire de Mondeville, en effet, comme tu l'as dit, qui est un gros centre de formation. Je crois que c'est le 8e titre. en- 8e, c'est en ça, Coupe de France. exactement. Et l'AS Montpellier qui est un adepte aussi, qui est une équipe qui vient souvent. On a vu La Roche-Vendée, on a vu Bourges aussi ces dernières saisons. L'AS Montpellier qui fait son retour en finale U18 de Coupe de France. La MVP, c'est Princesse, je suis désolé si j'écorche son nom, Genesia Mayele, qui a fait un très bon match, notamment dominante à l'intérieur. Donc voilà, encore surdomination de Mondeville, je pense. Bah, ça prouve toute la qualité du centre de Ouais. formation, cette capacité à réitérer les exploits. Et puis au-delà de ça, ça peut être, on gagne une fois, on a une bonne génération, voilà, ils étaient bien entraînés, mais là, 8 titres, ça veut dire qu'il y a du très bon, il y a du très bon travail qui est fait. Très solide, quoi. Ouais, voilà ça. Et puis bah, les Ouais. recrutements sont bien faits, la formation est bien faite, ça suit derrière. Il y a tellement de joueuses qui ont fini professionnelles derrière. Donc, ouais, non, franchement, juste chapeau à la formation de Mondeville qui rayonne très souvent en Coupe de France. Totalement d'accord. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu la chance de regarder cette finale. On le garde pour le U17 Ah masculin. non, mais c'est- c'était trop tôt pour moi, 9h je crois, 9h30. Ouais, c'est bizarre à cette époque. Ah non, je suis un ours, moi j'hiberne. Mais effectivement, ouais, de ce que j'ai vu, Mondeville, de toute façon, sur domination. Ouais. Chaque fois qu'on regarde chez les U18, c'est elle qui gagne. Donc effectivement, pas trop étonnant. Après, de ce que j'ai compris, le match était assez serré. Plus serré qu'habituellement. oui, hein. c'est Enfin, ça. Il y a eu d'autres finales où c'était Mais vraiment c'est moins pas elle qui serré. avait gagné l'année dernière, hein, c'était Bourges. Ouais, c'était Bourges, Oui, ouais. Bourges qui avait gagné, oui. Bourges avec Ça tourne bise. Oui, c'est ça. Mais effectivement, pas étonnant. Eh ben, on peut passer justement au U17 des garçons. On avait un peu, ouais, je sais pas si on peut appeler ça un derby, mais un affrontement de haut niveau entre deux gros centres de formation. Bah, les deux À l'heure meilleurs. hein. actuelle, ouais, les deux meilleurs, les deux seuls qui jouent l'Euroleague Junior, déjà, franchement, c'est un point important. L'Asvel et Cholet Basket. Et on a eu une grosse domination de Cholet Basket qui a plié la rencontre assez rapidement, 85 à 63, avec un Soren Braque exceptionnel, le MVP 31 points, 11 rebonds, et à noter la bonne performance de Aaron Tono Nancy qui a mis quand même 21 points, un truc comme ça. Ouais, exactement. Bah, C'était très bon. alors juste pour revenir, c'est pas vraiment été aussi facile que ça pour Cholet parce que le premier carton ils étaient menés. Ils ont fait vraiment la différence dans le milieu du Pour moi, deuxième. Le game changer, c'est la prise à deux sur Nathan Comta au Ouais. poste qui change tout. Il était inarrêtable dans le premier quart-temps, il se retourne, il allait claquer des dunks, il était tout simplement pas assez défendu. Et comme tu l'as dit, c'était François Fievet, le coach de Cholet, Incroyable. qui fait cet ajustement et il trouve la bonne stratégie défensive. Et puis justement, après derrière, ça déroule offensivement. Tu as parlé de Soren, tu as parlé d'Aaron, les deux très forts joueurs de cette équipe. Après, pendant très longtemps, il n'y a eu que eux deux et Erwan aussi qui avait scoré, Nsanto Johnny. Sinon, bon, après, le banc a aussi pris son relais, mais je crois que pendant les 15 ou 17 premières minutes, juste avant la mi-temps, il n'y avait que ces trois gars-là qui avaient scoré, notamment Aaron et Soren qui mettent 15 et 15 en première période. Et puis Soren qui continue en deuxième mi-temps. Soren Braque, dont on parle, qui est un prospect déjà assez référencé en termes
Là, j'ai le petit Aaron To'o96. Bah, 2009, quoi. 14 ans. Ouais, 2 ans. 14 ans, c'est exceptionnel. 2 ans de moins. Il a 15 ans, je crois, maintenant. Mais oui. Ouais. Enfin, Il jouait déjà en U18. ouais, il a forcément 15 ans, si c'est en 2009. Oui. Non, mais il jouait déjà en U18 avec 2 ans d'avance, je crois. Ouais, bah, c'est ça. Bah, C'est super fort. il a encore eu 15, hein. Oui, franchement, ce qui est impressionnant, c'est surtout le rythme qu'il met. Enfin, c'est Ça va venir, il fait 1m75, quoi. Il est petit, hein. Un C'est un peu nord. un contrôle de balle hallucinant. Moi, j'ai eu la chance de voir le quart de finale U18 contre le Mans. Ils sont venus jouer contre le Mans, et effectivement. En fait, ce qui est fou, c'est l'intensité défensive sur laquelle ils jouent. Et puis, quand j'ai pu les voir contre le Mans, il y avait Romain Valacou, qui est quand même Oui, c'est en 2006, donc il Ouais, est pas là pour la Messi, du finale. coup, il n'était pas là. Et son absence se fait remarquer un peu au scoring, mais franchement, vu comment l'équipe est gérée, c'est limite son absence est couvert par le talent offensif de Soren et Aaron. Et justement, juste pour revenir un peu peut-être sur les difficultés à jouer ensemble, enfin, c'est que en championnat, c'est U18, donc ils jouent avec les 2006 en championnat. Donc l'équipe avec les 2007, 2008 et certains 2009, elle joue, enfin, ils sont pas habitués à jouer sans, à part la Coupe de France qui est U17. Sinon, toute la saison, ils jouent en U18, donc avec les 2006. C'est aussi peut-être notamment pour l'Asvel, qui a peut-être manqué de repères sans ces 2006. C'est un point très important, puisque Cholet Basket a un roster il y a un roster où il y a pas énormément de 2006. Bah, t'as parlé de C'est- Romain. Il y en a Valacou. qu'un. Il n'y a que Romain Il n'y a que Romain Valacou. Et alors que justement, l'Asvel a une globalité de 2006. Je pense qu'on a des leaders, on a des Johan Sissoko, Kylian Touré. Kylian Touré, je 2006, crois, justement, ouais, ou 2005, je suis pas sûr. Thomas Andrieux. 2005. Tom Andrieux qui est en 2006. Kylian Touré en 2006, ça c'est sûr. Ah, voilà. 2006, il devait être à l'Euroleague Junior. Oui, en si, fait, il c'est était ça. blessé. Ouais, on a une globalité de cadres qui était là. Et puis on peut noter aussi du côté de l'Asvel, même s'il y a la défaite, c'est la première fois, je pense, qu'on voit une vraie performance pour Oscar Wembanyama. Rien d'affolant parce qu'on voit les scouts NBA sur Twitter s'affoler en mode c'est le futur, alors que c'est sa 3e saison de basket. Mais on a vu des bons skills, c'était assez intéressant pour le petit frère de Wemby, voilà, qui a pu performer dans une vraie compétition avec un vrai match. Voilà, je pense qu'on peut passer direct au secteur professionnel, voilà, pour les jeunes. Donc, Cholet Basket qui succède à la chorale de Roanne. Justement, juste avant de la petite transition, ils avaient perdu en finale l'année dernière, Cholet. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça a joué. Il y avait beaucoup de joueurs qui étaient justement. Ouais, qui étaient bah les justement, préférents parce que nationales. c'est pas des premières années, enfin, c'est des premières années 2007, mais il y avait aussi des 2008, tout Ouais. ça. Donc, et de cette capacité à rebondir. On a vu Soren Brack à la fin de l'interview, c'est ce qu'il dit, c'est que l'année dernière, il y avait plus de pression, ils n'étaient pas prêts, ils ne connaissaient pas l'environnement. Là, justement, ils étaient venus vraiment pour gagner et ils ont abordé de la meilleure des façons. Et comme tu l'as dit, ils ont pris leur revanche sur Roanne de la saison passée. Exactement. On peut passer au professionnel maintenant, du côté du secteur féminin, affrontement 100% LFB entre Bourges et Basketland. Bourges qui s'est fait sortir des playoffs LFB il n'y a pas très longtemps, Basketland qui est déjà en demi. Donc c'était voilà, il y avait un peu un match dans le match aussi, en même temps que les playoffs. Bourges qui l'a emporté 76-63 avec Kayla Alexander qui était tout simplement on fire, 22 points, 15 rebonds. Et malgré Peterson qui était très bonne du côté de Barcelone. Joueuse d'Angers. Ancienne joueuse de l'UFAB, ouais, à Angers. Très forte, franchement, qui a fait un super match record en carrière, si je dis pas de bêtises. Elle avait mis je sais pas combien Voilà, d'éval. elle a fait 47 ou 50 l'année dernière à l'UFAB. Enfin, elle a fait Ah des ouais. stats de ouf en Mais éval. en Coupe de France, ça c'est sûr que c'est son record. Peut-être. Hein. Mais voilà, c'était un très bon match. Et on a vu un beau match de basket et la bonne histoire pour Bourges qui remporte son trophée. Et surtout, puisqu'on rappelle qu'il y a quand même en finale chez les filles, la finale de la Coupe de France qualifiée à l'Euroleague Women directement. Donc il y a une place en Euroleague Women pour la saison prochaine pour Bourges, grâce, même si la saison de l'FB est un peu plus effacée par le fait qu'elle n'accède pas en demi-finale. Et surtout aussi un symbole pour le dernier match de Sarah Michel. Ouais, Bourg qui exactement. termine sur un titre. Voilà un petit mot. Oui, tu as bien résumé la finale. C'était plutôt serré en première période et puis Bourges a pris l'ascendant, elle s'impose. Est-ce que, voilà, j'ai vu que c'était bon, on va dire que ça atténue un peu la tristesse ou la douleur d'avoir été éliminé en play-off, mais d'un autre côté, l'objectif il n'a pas été atteint parce que l'objectif c'est d'aller au bout en championnat. D'un autre côté, comme tu l'as dit, ça permet quand même de remporter un trophée, de confirmer la domination de Bourges, même si ça va moins bien en championnat. Un ticket pour l'Euroleague Women, pour une équipe qui est habituée de ça, qui va changer probablement d'effectif la saison prochaine. Voilà, donc oui, non, bravo à Bourges et puis belle finale, comme tu l'as dit quand même, parce que Basketland a proposé du beau basket aussi. On notera que la MVP, comme tu l'as dit, Alexander, force calme, j'ai lu ça.
très bonne joueuse, 22 points, 15 rebonds, c'est une performance à pas oublier. Ouais, Et effectivement, avec le groupe, avec Pauline Astier, je crois qu'elle est assez jeune, Ouais, franchement, ils vont essayer de construire autour, ou du moins avec elle dans les papiers, je crois. Mm. Et effectivement, Bourges à suivre, on verra ce que ça donne l'année prochaine en Euroleague Women. ouais, ça a pas mal changé. J'ai vu juste petit mot, c'est un petit article de B-Basket qui est sorti. Ils vont essayer de reconstruire avec de nouvelles joueuses pour apporter de l'impact et il va y avoir une base qui va quand même rester. Mais c'est vrai que Kayla Alexander a été vraiment extraordinaire sur ce week-end. Et je pense qu'on peut terminer avec la finale homme, qu'on a tous regardé parce qu'il y a eu quelques petits côtés polémiques. On a même été sur les confs de presse d'après-match qui ont pas mal tourné sur Twitter. La victoire de la JDA Dijon contre la SIG Strasbourg, un affrontement qui était pourtant un petit peu anodin puisque c'est pas les deux grosses équipes, deux grosses écuries du championnat. Victoire de Dijon, 13e de Betclic Elite, 83-70 contre cette équipe de la SIG Strasbourg. Le MVP c'est Vitalis Chikoko avec 20 points, 7 rebonds. A noté un 15-0 dans le quatrième quart-temps qui a permis à Dijon de l'emporter. Un 15-0 qui a été déploré par Paul Lacombe en conf de presse qui a dit que suite à des problèmes de transport, train. Ouais, leur train a été supprimé, ils sont arrivés à 1h30 sur Paris. Minibus, et ils avaient, et surtout en fait, l'impact, le fait qu'ils arrivent à 1h30 en minibus, plus l'installation, etc. Le problème n'est pas là, c'est qu'ils avaient shooting le lendemain très tôt. Donc ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil. Et forcément, en match, ça a un impact, et en tout cas sur la fin de match, ça a beaucoup pesé. C'est ce que Paul Lacombe a dit en conférence de presse. Après, ça n'enlève rien au titre de Dijon qui, pour le coup, sauf sa saison, peut-être un peu plus que Bourges, là pour le coup c'est un titre important. Fallait finir sur une bonne note pour Dijon qui ne jouera pas les playoffs évidemment. Donc non, c'est pas mal pour Dijon, je trouve, d'avoir réussi à gagner ce match. Pour le Niam. Ouais. Petite pour le Niam. Strasbourg qui avait sorti Monaco quand même en demi, donc réussir à taper Strasbourg, bon, avec les conditions qu'on connaît, mais c'est pas mal de la part de Dijon et je pense que ils ont fait le boulot, comme on dit. Ils ont fait le boulot. Plus une déception de Strasbourg, pour moi, ça serait plus ça le schéma que j'ai trouvé sur la finale. Effectivement, comme tu l'as dit, Strasbourg, ça sort Monaco quand même. Et vu la demi-finale qu'ils ont proposée, franchement, je m'attendais à avoir pas une surdomination, parce que ça ne surdomine jamais en finale, mais je trouvais un cran au-dessus, tu pensais les voir à Strasbourg, pour moi, c'était un cran au-dessus. Mais je trouve que Dijon a finalement bien géré sa finale et a su gérer cette fin de match qui est peut-être due à, comme Paul Lacombe s'exclame, à un manque de sommeil. Mais effectivement, je trouve qu'on peut pas Dijon ne démérite pas sur cette finale, du moins sur son match sec. Et voilà. Ouais, non, c'est clair, je te rejoins un peu sur ça dans l'impact. Ils ont fait vraiment un bon match de basket. Il y a tout ce qui est extra basket, mais je pense que ça n'influence pas non plus la victoire. Il y a quand même des gagnants, des vrais winners. Je pense à David Holston et au coaching Le Niam qui remporte encore un titre avec Dijon. L'histoire est belle. Surtout, ça fait du bien aussi de voir qu'il y a des trophées qui sont prenables par d'autres équipes que les grosses écuries. Ça rajoute un peu de magie dans le championnat. On sait qu'il y a Monaco qui surdomine pas mal depuis 2 ans maintenant. Après, par exemple, Paris avait fait le choix de ne pas jouer. Oui, contre Lille. J'étais au match à Lille et ils sont venus avec deux pros. Il y avait Nguama, c'était son tout premier match avec Paris. Il y avait Gauthier Denis, ici il y avait Kessens. Il y avait Kessens. C'est tout. Il n'y a pas Rantounen qui Non. Maxime Log. Oui, mais c'est pas un pro, Ouais, c'est des espoirs. Après, il y avait des espoirs. Et ils étaient que 7, je crois, que 7 ou 8. Il y a Il y avait Nguyen, il y avait Jean Noba, je crois. Voilà, exactement. Valentin qui est disponible sur le vlog de NGT. C'est le vlog de la NGT aussi. Et bon, voilà, il y a aussi des équipes qui ont fait un peu le choix de ne pas disputer. Enfin, il y avait trop de matchs déjà pour Paris avec l'Eurocup, le championnat, donc ils ont fait une croix sur le championnat et sur cette coupe. Ça peut expliquer que ce soit ce genre d'équipe qui se retrouve en finale, mais justement, comme tu le dis, moi je trouve ça bien que ça varie un peu le paysage des vainqueurs en Coupe de France. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour l'instant, le championnat, le titre de champion de France n'est pas encore joué, mais pour l'instant, sur les 2 trophées nationaux qu'on a, la Leaders Cup et la Coupe de France, on n'a aucun club d'Euroleague qui en a emporté. On n'a pas vu ni de Monaco ni d'Asvel, ce qui est très rare. Ouais. On a vu Paris remporter la Leaders Cup et Dijon remporter la Coupe de France. Paris, presque un club d'Euroleague. Paris, presque un club d'Euroleague, mais pas encore à l'heure actuelle. Donc voilà, ça réserve aussi un petit peu la magie du championnat. Voilà pour cette Coupe de France. Peut-être juste avant de démarrer de partir sur le quiz, je te vois. Je suis pressé. Il a attrapé Il la est tablette pressé, direct. Non, juste peut-être un petit avis global sur ce week-end quand même qui aura été encore une fois très satisfaisant en termes de basket. C'est toujours sympa à suivre, hein, franchement, la configuration avec les matchs qui s'enchaînent, alors pas forcément les horaires idéal, je sais pas comment on dit, mais de 9h, 11h30, enfin pour les jeunes notamment ça enchaîne, le vendredi soir pour les amateurs, mais moi j'aime toujours ce week-end particulièrement, c'est sympa à suivre, il y a du basket à regarder, ça joue. Il y avait des guests sympas aussi dans la salle pour le coup, on peut saluer, il y avait Wemby qui était venu voir son frère, il y avait Matt Pokora qui est venu voir Strasbourg,
On a vu Franck Dekitena aussi, on a vu Ouais, ça ramène Oli de Big Flo et Oli. Ça ramène du monde, oui, non, mais c'est toujours des week-ends sympas et c'est bien que ça soit organisé de cette manière-là, ça fait un bel événement. Nous qui habitons à côté d'Angers, on a la chance de pouvoir voir aussi les quarts et demi avec le top 8 qui est organisé à Trélazé, donc c'est toujours aussi des moments sympas organisés par la FFVB pour cette Coupe de France. C'est ça, exactement. Toi, tu as un petit mot à dire? Ouais, même ma vie, moi j'aime bien les matchs de N2, surtout les matchs du Ouais. monde amateur, je trouve c'est intéressant, c'est plus des matchs qui... Enfin, vu que c'est pas encore vraiment dans l'aspect professionnel, ça vit plus encore du basket. C'est et du effectivement, basket local. c'est ça, chaque panier compte et quand il y a du public dans la salle, c'est ça qui fait plaisir. Et puis toujours, moi j'ai un aspect pour les finales U17 que j'ai pas mal regardé. Je trouve ça intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les prospects, donc effectivement, un vrai plaisir. Et puis surtout, cool que cette année, ça soit des mecs qu'on connaît, Erwan et Soren qui remportent. Donc effectivement, c'était un cool week-end. Eh ben, écoutez, messieurs, merci beaucoup. On a terminé sur la Coupe de France. Je pense qu'on peut, Mathis, tu peux choper. Je récupère mon ardoise. Yannis s'attrape. C'est parti. Bon, du coup, les scores actualisés, c'est du 3-2-2. Avec Balle d'égalisation pour moi. balle d'égalisation pour Mathis. Exactement. Et on va donc pouvoir commencer ce petit quiz en 5 questions sur la Coupe de France. La Coupe de France, on précise. La Coupe de France, c'est important. Du coup, les gars, est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Yes. Eh bien, la première question, 2 points possibles à remporter. Quelle était l'équipe qui a remporté la coupe de France masculine de l'année 2021-2022? Attends, cette année, c'est 2022-2023. Non. C'est 2023-2024. 2021-2022. Ou non, excusez-moi, 2022-2023. Ah, Je suis désolé. Attends, 2022-2023. la coupe de l'année dernière, tu veux dire? Oui, c'est ça. Parce que moi j'ai mis Pau. Ah, moi, attends, j'ai mis- ouais, je vais mais oui, mettre- mais non, mais du coup, j'ai Je vais vu ça en mettre regardant Pau sur la aussi. Je tablette. vais mettre Pau aussi, j'ai démarré un peu, pas te mentir. Mais du coup, c'est 2023-2020. Non, 2022-2023. 2023. Ouais, ok. Celle de Et- l'année dernière en gros. Si vous avez le score Oh. et l'équipe, potentiellement il y a 3 points à gagner. Le score c'est chaud. Les deux équipes, je veux dire. Oh, c'était un blowout. J'y étais en plus. Hein. Ah ouais. Moi j'ai pas le score mais j'ai mis Monaco-Asvel et Monaco qui a gagné. Monaco Asvel 89-72. Eh bah, putain, Yanis n'est pas très loin. Monaco et Asvel 90-70, mais effectivement, vous gagnez tous les deux 2 points. C'est pas le bon score hein. Ah non, c'est pas le bon score. C'est pas le bon sport. Franchement, Pas mal. Mais bon, il avait l'avantage du terrain, ce qui apparemment il y était, mais du coup 2-2. On peut passer à la deuxième question. Quel est le détenteur de record de victoire dans l'histoire de la Coupe de France de basket masculine? Si j'aimerais bien avoir l'équipe et si possible le nombre de trophées remportés. je vous annonce, je l'ai pas du tout. C'est terrible. Il a annoncé quelque chose, Mathis. T'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Mais je peux pas. C'est bien, on n'a pas le même en plus. Voilà, parfait. Attends, je dois mettre le nombre aussi. Ouais. Oui, si tu as le nombre. Eh bien, les gars, il n'y en a aucun qui a les bonnes réponses. Limoges. Ah putain, j'ai hésité avec J'ai mis la 11. Asvel. 11 trophées. 11 11. trophées. Ah, Ouais. c'est énorme. Non, surdomination dans les époques 80 Attends, jusqu'à J'ai 80. hésité, mais oui, on y est. Bah justement, moi comme j'ai posé la question pour le championnat de France, j'avais la réponse du championnat de France et c'était Asvel 21 et Limoges 11. Et donc j'ai voulu enchaîner un peu sur la même chose, mais non, ouais. Moi, je me Limoges. suis dit Pau dans le truc un peu. Enfin. Ah. De 2 toujours? Ouais. 2-2 toujours. Donc on peut noter maintenant pour la troisième question qu'effectivement, quand il y a une équipe qui remporte le trophée, on a remarqué qu'en regardant dans les résultats de chaque année, c'est souvent un doublé. Il y a au moins 6 doublés de titres remportés sur les Coupes de France. Donc sur l'année 2010-2011, 2011-2012, c'est un club qui a remporté 2 fois. Vous allez devoir trouver qui est entre Châlons, Nanterre, Vichy et Orléans. En 2000, attends. 2010, entre 2010 et 2012. Je sais, bah oui, je sais. On a la même, je pense. J'ai mis Chalon. Chalon. Mais effectivement, c'est ça, c'est Châlons. Parce que Vichy, je les Vichy, voyais pas. Orléans, Ils non. l'ont remporté 2 fois, mais il y a longtemps. Ouais, ça, je les voyais pas à ce niveau-là, je veux dire, Orléans non plus. Orléans non plus. Bah Vichy, c'est simple, en 2011. Je sais pas où est-ce qu'ils étaient. Ils mais- jouaient contre Blanc en N1. Ouais, voilà. Donc Vichy, on sait jamais. On sait jamais, peut-être, ouais. voilà. 3-3. C'est ça. 3-3.
Et pas confondre avec la discipline. C'est serré, c'est serré. Maintenant, question sur le championnat féminin, du coup, Coupe de France féminine. Donc, depuis 1957, il y a eu 36 compétitions. Bourges l'a remporté 11 fois. Valenciennes 5 et un autre club 5 fois. Quel est ce club? Attends, oh bah c'est bon. Ouah. Ah, j'ai peur de mettre de la merde. et de me Moi, je faire pense, taper sur moi, les doigts. je pense que tu vas mettre l'Asvel, mais je pense que c'est pas l'Asvel. Ah, j'ai regardé sa réponse, j'avoue. Je vais pas mettre ça. Baptiste Lomonette, Il a mis Basketland, c'est ça? Ouais. J'ai mis Basketland. il a mis Basketland. Basketland, je sais qu'ils ont gagné avec du Merck là, il y a quelques années. Oui, moi aussi. Pour la Ils ont gagné au dernière. moins 2 fois Basketland, c'est sûr. Je pense pas que ça soit ça. Bah, tu sais quoi, je vais mettre l'Asvel, j'ai pas d'autres inspi. Sinon, j'aurais dit Villeneuve C'est d'Ascq. sûr que c'est la Svel, je suis trop bête. Bah, je sais pas si ça fait si Non. longtemps que C'est ça. Montpellier. Ah, C'est Montpellier. trop tard, c'est la- écrit. Et effectivement, ouais, Lat Montpellier. Mais putain, mais oui, mais c'est belge. Putain, faut réfléchir. Cette année qui n'a pas pu aller du coup à la Putain, finale mais oui, féminine. c'est Avec les évident. jeunes, avec les jeunes. Mais elles en sont- U18 qui était Ouais. présente, Oui, c'est effectivement. évident. Rappel 3-3 des, toujours. rappel des scores 3-3 Ouais. c'est ça. Dernière question là. Dernière question. Oh là là. C'est le money time. Donc, comme vous le savez, chez les garçons, on trouve aussi le trophée masculin. Donc, effectivement, c'est toutes les compétitions qui regroupent les clubs de N2 et remportant les phases régionales. Je voudrais une équipe qui a remporté une de ces éditions entre ces 4 clubs. Donc, il y a Brissac, Blois, l'Étoile d'Or de Saint-Léonard ou Monaco. Laquelle a remporté ça? Je crois que je l'ai. Ah. Oh non, Ah, il a- bah il a- oui. Oh mince! Moi, je suis avantagé parce que on est du coin. Enfin, Ouais. Je sais que Brissac, c'était à Al Carpentier la finale. je m'en C'est souviens. ça, c'est Brissac qui a remporté. Brissac qui remonte en N2 d'ailleurs. Ils Mm. avaient eu des problèmes financiers il y a quelques années. Brissac qui a remporté, ça peut ni être Monaco ni être Blois. Le club. Saint-Léonard, c'était Angers avant. Saint-Léonard, C'est ils sont l'équipe allés en d'Angers. finale une fois, en 2008, Ok. effectivement. Blois, je les ai pas vus dans la Non, feuille. Blois, ils sont jamais allés, ça c'est sûr. Mais, Là, on est sur un égalité. Hein. Ouais. Faut que tu nous Alors départages. Hein. Si Blois était Et allé là, en il faut que je finale trouve de- une question pour si vous Blois était allé départager. en finale de Coupe de France, j'aurais eu mon daron presque dans le roster. Ouais. Donc, Et effectivement, j'avais mis qui en dernier? Je crois que j'avais mis. Attends, ouais, parce que ouais, la 3-3, c'est 4-4. Mais que faire? Que faire? Une dernière question qui nous T'as pas une départage. petite info, ouais. Est-ce qu'il m'en faudrait pas une petite info? T'as pas une petite info rapido Rapido, Rasmo, effectivement. Que faire? les stats de Romain Pluvy lors de l'année dernière. On laisse Julio Cook. Let me cook. Ah, c'est sérieux, il y a du suspense. Vous voyez, ça c'est la bataille pour la première place. C'est ça l'enjeu. Ah, en plus, Montpellier. C'est sur cette question-là qu'on aurait dû faire la différence. Ah, les rats. Ouais, même sur la question entrepôt, là. Attends. Limoges. Ouais. On fait 2 erreurs, là, coûte que coûte. Enfin, là, Montpellier, mais en plus, ça me paraissait. Je me suis dit en mettant Basketland, mais non, mais Basketland, c'est trop récent. Ils l'ont remporté genre 2-3 fois, tu vois. Là, Montpellier, ça paraît évident. Et puis l'Asvel aussi, c'est récent. Ouais, c'est historiquement. Que faire? Que faire? On l'a mis en panique, Julio. On l'a mis en panique. Il est Ouais. parti chercher des infos. Mon téléphone me lâche niveau connexion, c'est pas possible. Trouver une question rapidement dans ton crâne. On l'a mis dans la sauce. Il est en mode. Ouais, Trouver une question absolument pour. trouver, faut trouver. Bon, pour terminer, La question pour tout départager. la question magique. J'espère que vous ne trouvez pas. Bon, comme je l'ai dit, Limoges, on a remporté 11. Et moi, je voulais savoir combien Paris en avait remporté. Attends, Paris. Le Racing. Le Racing. Paris. PSG. Paris, les gars. Parce que Paris Basket. Paris Basket. Paris? Paris Basket ou Oui, Paris. Paris. Non, mais Paris Basket, c'est l'équipe Ouais. actuelle. Non, effectivement, oui. Paris Basket. Bah, zéro. 0 depuis qu'ils Non, mais pas Paris Basket, mais genre Ah, l'entente de Paris. Enfin, du moins, Paris, le ça fait des années, PSG, c'est ça. il y avait avec Ah le ouais. Racing et tout. Ça a du hasard. Hein. Combien ils en ont remporté? Ça va vraiment être du hasard. Putain, je suis d'accord. Appelez, c'est dit. On n'a pas mis le même chiffre. On met au plus près. On n'a pas mis le même chiffre. On n'a pas eu le même chiffre. Putain, Donc j'ai Yanis en dit 3, Mathis en dit J'ai 4. perdu, j'ai failli mettre 4. Paris en a gagné 5. Non, putain. Fais chier, putain, je perds 2 fois sur des actions clutch. Oh mec, J'égalise. 4. effectivement. 3-3-2. Je perds sur le PSG Racing, quoi. C'est un peu du hasard, j'avoue. Hein. Putain. C'est ça, c'était clairement du hasard. Effectivement, ils m'ont pris à court. Ces enflures, je ne sais pas que vous avez fait à égalité. Mais du coup, effectivement, voilà.
Fin du quiz. Bien joué, franchement, félicitations. J'étais très mauvais aujourd'hui pour le coup, autant à premier quiz, c'était très bon. Je suis vraiment mauvais depuis certains quiz, je vais me rattraper. J'ai fait un peu trop le mal. Le karma qui me rattrape. Tac, et puis écoutez, écoutez, je peux te laisser remettre celle-là, t'es un boss. Non, écoutez, messieurs, ça termine tranquillement le petit podcast. Yep. Le 4e, voilà, on a parlé de la Coupe de France, de la Betclic Elite, avec quelques petits quiz. On attend vos retours, n'hésitez pas à liker l'épisode, à lâcher vos petits commentaires, on aime bien interagir avec vous. Et puis voilà, si vous avez du temps, tranquillement, il y a des petites interviews disponibles. On rappelle Benjamin Sène, Laou Konaté et Armel Traoré, avec des contextes tous trois différents, puisqu'on a parlé beaucoup plus d'avenir avec Armel Traoré, un peu plus de 3-3 d'équipe de France et de carrière avec Laou. Et avec Benjamin Sène, on est revenu surtout sur la saison actuelle avec Nanterre et les playoffs qui arrivent. Et on a le vlog de l'Euroleague Junior pour ceux qui adorent les prospects. On a eu l'occasion d'avoir pas mal de joueurs qui sont passés sous nos micros. Je pense à Nathan Soliman, je pense à Mervedi Miteo, je pense à des mecs qui sont des vrais prospects. Yannick Salah, enfin bref, j'en cite, on en a Léon Siferlin, Hugo. Benjamin Abossi. Voilà, on a eu Hassan Sankaré aussi. Enfin, le bref, MVP, ouais, effectivement. MVP. Donc on s'est bien régalé. Et puis voilà, on vous remercie encore pour toute la force apportée. Et puis nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, podcast, inside, machin, truc, tout ce qui arrive très bientôt. Allez, ciao. Salut à tous. Salut. Pretty chilly, I've been trying to find me really